Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de KMT, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, ou qui nous regardez sur Internet, kmttélévision.com, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous avons le plaisir, le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Philippe Omotunde. Jean-Philippe Omotunde a participé au procès contre le colonialisme qui s'est déroulé à l'Atrium dimanche et lundi dernier à l'initiative du MIR, le Mouvement international pour la réparation. Monsieur Omotunde, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous Je êtes prends qui? énormément de plaisir à être en Martinique. C'est vrai? Oui, énormément. Je vais vous démontrer que ce n'est pas si vrai que ça. D'accord. Je suis sûr que je vais vous démontrer que ce n'est pas, que vous ne prenez pas autant de plaisir que vous le dites. Allons-y alors dans ce cas. Vous êtes qui? Alors moi en fait je suis aussi extraordinaire que ça puisse paraître. Je suis né en Martinique, mais j'ai grandi en Guadeloupe et maintenant je suis à Paris. Et à Paris on a fondé l'Institut Africamat, qui est un institut qui a pour vocation d'enseigner pédagogiquement, mais aussi de promouvoir les humanités classiques africaines. Donc, qui fait que ça nous emmène énormément, je dirais, à intervenir sur les universités à travers le monde, dans le cadre soit de propositions d'orientation pédagogique ou encore sur des thématiques qui ont un trait à la fois aux pays du Sud, à l'Afrique et aussi au monde panafricain, à la diaspora africaine, à la Caraïbe d'une façon générale. Vous êtes historien quelque part. Voilà, c'est-à-dire que nous, le travail que nous faisons, c'est surtout nous intéresser à l'histoire intellectuelle du monde noir. C'est-à-dire de tout ce qui touche à l'invention de concepts, de techniques, d'idées, de philosophie, de manière à faire en sorte que l'Afrique ne demeure pas marginalisée du cours intellectuel de l'histoire de l'humanité, mais qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas raconter l'histoire des hommes sans mettre en avant tous ces grands hommes qui étaient d'ascendance africaine et qui ont apporté à l'humanité des savoirs que, je dirais, l'humanité a quand même le plaisir d'en bénéficier aujourd'hui. C'est la moindre des choses de parler de la source de ces informations. Vous êtes également un auteur très prolifique, vous avez beaucoup écrit de livres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai écrit tout d'abord l'origine négro-africaine du savoir grec, tout simplement parce que je voulais montrer que le concept de miracle grec était, je dirais, une invention académique, parce que ce miracle n'a jamais existé. Les Grecs ont toujours été relativement clairs sur l'origine de leur savoir. Pythagore a étudié les mathématiques en Afrique pendant 22 ans. Platon a étudié la philosophie pendant 13 ans aussi en Afrique. Donc ils ont toujours donné des informations précises sur leur lieu et leur source de savoir. Après, j'ai écrit les racines africaines de la civilisation européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que Europe était une femme africaine et que c'est son frère, Calmos, qui a porté l'écriture aux Européens. C'est très important puisqu'on parle de civilisation, mais il faut savoir qu'il faut quand même rester relativement humble dans la mesure où les concepts civilisationnels sont issus des pays du Sud. Le Nord n'a pas apporté d'éléments probants à la civilisation. Je dirais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire est racontée par les gens du Nord, mais il faut quand même regarder les fouilles, les datations et les concepts et les idées. Les concepts et les idées sont partis des pays du Sud. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le Nord n'a pas généré d'écriture, par exemple. Vous voyez, ce sont les gens du Sud, notamment avec la dynamique au niveau de l'Afrique, que cette écriture a germé pour aller se diffuser à travers le monde européen, sachant que le cunéiforme est un cul-de-sac, puisqu'il n'y a pas eu de suite au cunéiforme qui avait été développé aussi par les Noirs en Mésopotamie. Par la suite, je me suis intéressé à la problématique de la traite négrière européenne et de l'esclavage. Pourquoi? Parce que, étant diopien, beaucoup de gens ont dit, mais c'est quand même extraordinaire que le professeur Cheikh Anta Diop ne se soit pas intéressé à la dynamique donc, des razzias négrières et de l'esclavage. Alors, je me suis dit, c'est quand même important d'essayer d'appliquer un peu sa méthode à cette dynamique historique, de manière à faire en sorte que les gens puissent aussi voir ce que c'est que le point de vue africain. Parce qu'il existe un point de vue africain sur cette page d'histoire, et que le point de vue européen ne soit pas le point de vue dominant, mais qu'on puisse véritablement rentrer dans un dialogue historiographique. Après, j'ai voulu m'orienter vers vraiment des manuels pour permettre aux gens de saisir de l'intérieur ce que sont que les humanités classiques africaines. Donc c'est pour ça que j'ai fait le manuel d'études pédagogiques des humanités classiques africaines, ou les humanités classiques africaines pour les enfants de 4 à 14 ans. Pourquoi d'ailleurs cet ouvrage? Parce qu'en discutant avec beaucoup d'enseignants, donc de Paris, donc des Français, ils m'ont dit qu'il y a une chose qui est extraordinaire avec le monde noir d'une façon générale, les enfants, c'est que quand on leur demande de dessiner le palais d'un roi, un roi et une reine, on aboutit pratiquement dans 100% des cas à un roi ou une reine européenne.
Et ils se disent, mais c'est quand même extraordinaire. Comment ça se fait qu'on a des enfants noirs, on leur demande de dessiner un roi, on leur demande de dessiner une reine, et on aboutit systématiquement à un roi européen, une couronne européenne, un sceptre européen, un trône européen. Et là, c'est là qu'ils m'ont dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, dans la mesure où il y a eu un grand concours de dessin qui avait été organisé dans un département, le 95, et le résultat était ahurissant. C'est-à-dire que tous les gamins, peu importe leur origine, avaient parfaitement réussi l'exercice. Donc il y avait un mur immense où il y avait les dessins de tous les gamins. Et puis c'était systématiquement les enfants noirs qui avaient dessiné des cases en bois, des huttes en bois, quand on leur avait demandé de dessiner des palais. Vous voyez, alors que le mot palais royal, né sous père, est une invention de l'Afrique. Vous voyez, la première fois qu'on a vu un palais royal, nous sommes au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. C'est une construction extraordinaire et les jeunes n'ont pas le souvenir de tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs avec un groupe d'enfants pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les jeux, quelles étaient leurs approches un peu de la pédagogie, pour leur donner ce matériau, pour créer un champ imaginaire qui est finalement un peu différent que du champ imaginaire qu'on voit un peu tous les jours. Après, je me suis intéressé à la problématique de l'aliénation culturelle. Pourquoi? Parce que Aimé Césaire en avait parlé, Frantz Fanon en avait parlé, mais moi je voulais surtout rentrer dans les détails, essayer de faire comprendre aux gens que l'aliénation culturelle est en fait une somme de sous-aliénations. C'est-à-dire il y a une liste de sous-aliénations et quand on additionne, ça donne l'aliénation culturelle. Et que s'il n'y avait pas cette addition de toutes ces sous-aliénations, le problème n'aurait pas été aussi important qu'il l'est aujourd'hui. Et la deuxième démarche de l'ouvrage, c'est de montrer aux gens que finalement, on n'est pas les seuls à avoir connu ce genre de situation, mais on peut s'en sortir. S'en sortir, c'est une question de volonté et de détermination, et qu'à partir du moment où on met en marche donc je dirais le plaisir qu'on a à découvrir son histoire, le plaisir qu'on a à retirer une substance, je dirais intellectuelle, pour pouvoir penser l'avenir, eh bien, les choses sont relativement plus simples. Je suis revenu après sur la problématique de l'esclavage, avec Histoire de l'esclavage, critique du discours eurocentriste, parce que j'ai vu que les Nantais, les historiens nantais, étaient véritablement partis dans une très mauvaise direction avec l'ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot, qui a été présenté comme l'ouvrage majeur, comme étant le meilleur ouvrage jamais écrit sur cette question, alors que c'est de la pure escroquerie intellectuelle, son ouvrage. Et là, je suis revenu là-dessus, parce qu'il fallait remettre un certain nombre de points sur les i, et je ne vous cache pas qu'il n'y a même pas 10 jours, j'étais encore à Nantes. J'ai été 2 fois à Nantes, faire 2 conférences, pour bien expliquer aux gens que les arguments qu'ils avancent ne sont pas recevables quand on prend, je dirais, le chemin de la logique. Là, il faut quand même rester un minimum sérieux. Pétré-Grenouillot était là quand vous avez fait Alors moi, à 6 reprises, même des chaînes de télévision m'ont demandé de venir pour être face à M. Pétré-Grenouillot. Même, je ne vous cache pas que la Commission européenne, qui a un grand plateau de télévision à Bruxelles, ils m'ont invité, ils sont venus me chercher, et je me suis retrouvé face à différentes personnes, et pas une seule fois, même quand c'est l'Université de Toulouse qui m'avait invité, je ne me suis jamais retrouvé directement face à lui, mais face à ses collaborateurs ou des gens qui travaillent dans la même dynamique que lui. La dernière émission que j'ai faite à la télévision, c'était face à Jean-Michel Deveau, alors que quand on m'avait appelé, on m'avait dit que c'était M. Olivier Pétré-Grenouillot qui serait en face de moi. Bon. Je dirais sur le principe, il faut rester cohérent. Voyez, c'est-à-dire la cohérence, il faut la retrouver dans l'argumentation qu'on développe. Parce qu'à force de vouloir raconter n'importe quoi, ces gens se contredisent eux-mêmes. Parce que vous savez, il est difficile, à partir du moment où vous tenez compte du matériau historiographique, de vouloir inventer une histoire. Parce qu'il faut quand même garder la cohérence par rapport au matériau. Et c'est pour ça qu'il suffit de laisser quelqu'un divaguer sur la page 4, et cette personne est obligée de revenir à la réalité sur la page 6. Voyez, et vous mettez en avant les arguments de la page 4, les arguments de la page 6, face à cette personne, vous voyez bien que la personne s'est contredite elle-même. Voyez, je pense à Stephen Hahn dans Le Monde diplomatique qui disait qu'on ne peut pas dire que les plantations étaient des abattoirs, donc on ne peut pas utiliser l'argument qui est que l'esclavage est un génocide. Bon. Mais par contre, quand il aborde la problématique économique, il dit que les planteurs préféraient utiliser donc l'esclave jusqu'à ce qu'il meure, plutôt que d'encourager un phénomène de natalité, tout simplement parce que ça représentait économiquement une somme d'argent qu'il n'avait pas envie de dépenser. Donc à partir du moment où la personne rentrait dans le processus esclavagiste, il n'y avait que la mort pour l'en sortir. Bon, mais c'est exactement ça la loi du génocide. Vous voyez la contradiction? La loi du génocide dit à partir du moment où on met un être humain dans un processus dont la seule issue sera la mort, c'est le génocide. Surtout si c'est un phénomène massif et qu'il y a un groupe ethnique particulier qui a été visé.
Vous voyez, donc on a les deux pieds dedans. Donc, vous voyez, moi, je ne vous cache pas que je suis un peu triste des fois, parce que j'ai envie d'argumenter, mais quand le gars il se contredit lui-même, on ne m'offre même pas le plaisir de bâtir l'argumentation. On me dit, bon il faut faire avec. Et aussi, je suis revenu sur la dimension de la monnaie, avec un ouvrage qui est le concept de monnaie, l'Afrique berceau du concept de monnaie et des talons monétaires. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique de la monnaie. Vous savez, c'est assez extraordinaire l'époque dans laquelle on vit. Il faut savoir que les pays du Nord n'ont aucune richesse. C'est-à-dire que quand vous regardez le sous-sol, les sous-sols sont vides. Bon. Les pays du Sud qui ont toute la créativité, toutes les richesses, sont dépeints systématiquement par les télévisions des pays du Nord comme étant des pays pauvres. Oui. Justement, est-ce que le mot créativité est synonyme de richesse? Alors oui, justement, parce que vous savez, même en économie, il faut vraiment développer une certaine créativité de manière à pouvoir... Justement, c'est ça le problème. C'est qu'il semble que les richesses étaient africaines et que la créativité, c'est-à-dire la matière grise, n'était pas africaine. Alors, on peut pas dire ça du tout, parce que premièrement, il faut savoir que l'humanité est monogénétique, c'est-à-dire que l'homme moderne, tel que nous le connaissons, est issu d'une seule et même souche, qui est une souche africaine, qui est née en 200 000 avant l'ère chrétienne. Ça, c'est les datations du professeur Ian McDougall, suite à la découverte du crâne Homo 1 par le professeur Leakey au Kenya. Et c'est cet homme qui est parti donc, de l'Afrique et qui a été peuplé le reste du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que quand l'Europe arrive au XVe siècle, le long des côtes de l'Afrique, le génie qu'elle utilise n'est pas un génie européen, c'est un génie du Sud. C'est-à-dire que la poudre à canon n'a pas été inventée par les Européens, la boussole n'a pas été inventée par les Européens, le bateau n'a pas été inventé, la navigation, il la maîtrise même pas. Vous voyez, puisque Christophe Colomb, qui veut partir en Inde, se retrouve en Amérique. C'est-à-dire que ces gens sont au balbutiement de leur civilisation. La chose, je dirais, qui est particulière, c'est qu'ils ont une arme, qui est le fusil, arme qui n'avait pas été expérimentée dans les pays du Sud jusqu'à présent. Mais, je dirais, sur le fond, c'est véritablement un projet civilisationnel nouveau qui est tout simplement la conquête du matériel pour le matériel. Ça, c'est vrai que ce genre de démarche civilisationnelle dans les pays du Sud, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez éthiopien. Donc j'imagine que c'est Cheikh Anta Diop. Vous êtes éthiopien. Tout à fait. Éthiopien. Ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire, en fait, vous savez, quand on analyse l'histoire, il faut une démarche historiographique. Et il faut une source à cette démarche historiographique. Et c'est vrai que la source que nous avons, la méthode que nous avons, c'est la méthode de Cheikh Anta Diop, qu'il a développée depuis les années 1950, à travers donc ses travaux, tout simplement parce qu'il demande deux choses. Premièrement, une rigueur, c'est-à-dire le fait d'aller à la source de l'information, de manière à voir véritablement quelle a été la trame, donc qui a été léguée, la trame historiographique léguée par le témoin vraiment le plus proche de la scène, en plus des datations, et aussi c'est l'interprétation même de cette histoire, c'est-à-dire il faut demeurer objectif. C'est-à-dire que la problématique des jugements esthétiques, c'est ça qui nuit à la production intellectuelle des Européens. Alors, quel est le trait marquant? Ils ont déjà une intuition de la réalité. Et le matériau historiographique qu'ils ont doit se conformer à cette intuition qu'ils ont de la réalité. Et c'est là où, je dirais, ils sont tellement prisonniers de leur vision qu'ils ont besoin d'un discours avec des gens du Sud, de manière à leur faire comprendre que le regard qu'ils portent ne tient pas compte de l'objectivité. Et qu'ils sont dans une subjectivité tellement extraordinaire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils passent à côté même de la logique. Et c'est en cela, je dirais que... Moi, je vous donne un exemple très simple. Je disais aux historiens nantais, il faut savoir que nous, quand on a été à l'école ici, quand on regarde les manuels, vous dites que vous êtes arrivé en Afrique et que vous êtes tombé sur des sauvages cannibales qui volaient de liane en liane. Bon, admettons soit. Mais après, vous dites que les rois vous ont vendu. Mais les sauvages ne peuvent pas avoir des rois. Soit on a des rois, on est plus sauvage, soit on est sauvage, on n'a pas de roi. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut être un minimum un peu sérieux. Donc voilà pourquoi, je dirais... Vercingétorix, c'était roi. Non, c'est-à-dire que dans la dynamique de la confrontation dans laquelle ils se sont retrouvés, il fallait un leader. Donc ce leader a été Vercingétorix. Donc tout le monde s'est, je dirais, organisé autour de lui de manière à affronter donc l'armée romaine qui était le roi des Francs. Oui, mais c'est donc c'était sauvage quand même.
Non, pas du tout. On peut pas parler comme ça. Parce que quand on parle vraiment de sauvage, on ne parle pas d'entité sociale organisée. Parce qu'il faut faire très attention. On ne parle pas d'entité sociale organisée. Quand on parle d'entité sociale organisée, on parle de structure, vous voyez, de gestion du pouvoir. Et c'est là que la dynamique quand même devient assez surprenante. C'est après, il y a la colonisation sur la base que... parce que je vais vous dire une chose. Stephen Hahn a déclaré dans Le Monde qu'au moment où les Européens arrivent en Afrique au milieu du 15e millénaire, vous voyez, au 15e siècle, pardon, l'Afrique a atteint le même stade de développement économique, social, même dans la production des matières premières, l'exploitation des mines et compagnie, le même stade de développement que les nations européennes. Bon, maintenant je pose la question, quand Jules Ferry déclare qu'il faut aller civiliser les peuples qui ne le sont pas, c'est sur la base de quoi? Si ce n'est qu'une escroquerie, puisqu'on reconnaît aujourd'hui qu'au XVe siècle, l'Afrique avait atteint le même stade de développement que les nations européennes. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en raison de l'apartheid, il y a toute une série d'informations historiographiques que le pouvoir blanc de l'apartheid en Afrique du Sud avait interdit de promouvoir et de divulguer. Et c'était valable y compris pour les historiens blancs. Avec la chute de ce régime, donc on a accès à des documents qui jusque-là étaient cachés et on découvre carrément des châteaux forts en Afrique, c'est-à-dire des choses qui dépassent l'imagination, qui avaient déjà été décrits par les Arabes, décrits par les Portugais et décrits par les Hollandais aussi. Vous voyez, donc c'est-à-dire on découvre véritablement des constructions en pierre taillée massives, alors que jusqu'à présent on avait dit qu'en dehors de l'Égypte et de la Nubie, l'Afrique n'avait plus jamais construit en pierre taillée. Donc vous voyez que finalement ça tient à très peu de choses, je dirais le discours historiographique. C'est un mouvement politique qui entraîne tantôt donc une omerta et tantôt, je dirais, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un apport nouveau d'informations. C'est assez problématique quand on raconte l'histoire de l'humanité, en particulier l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça le fond du problème. En fait, ce que vous démontrez dans vos discours, dans vos livres et tout ça, c'est que contrairement à ce que disent les Blancs, et notamment les Européens, l'homme noir a été à la base de toute civilisation. C'est-à-dire que c'est ce que leurs propres ancêtres disent. Donc l'homme noir est à la base de toute civilisation. Il suffit qu'ils disent leur testament. Mais c'est-à-dire, écoutez, le comte de Volney, en pleine période de l'esclavage, il dit cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Vous savez très bien que quand Napoléon Bonaparte a préparé son expédition, ça a été son livre de chevet. Dominique Vivant-Denon, qui était le plus grand dessinateur de l'époque, donc le dessinateur français, qui a été le dessinateur en chef de l'expédition de Bonaparte. C'est exactement ce qu'il a écrit. C'est dans son ouvrage où il commente les dessins des sculptures qu'il a faites, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit les arts en Grèce ont commencé par une imitation servile des arts de l'Égypte. C'est pas moi qui ai mis servile, c'est Jean-François Champollion. Donc il suffit que ces gens relisent leur propre testament. Mais c'est exactement ce que leurs ancêtres ont dit. Ce n'est pas Jean-Philippe Moutoudé qui a dit. C'est leurs ancêtres. Et il n'y a pas un seul qui a dit le contraire. Et vous savez, je vais vous dire une chose. La particularité que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes particulièrement conciliants. C'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la traduction des textes grecs. Parce que les Grecs ont été beaucoup plus incisifs que ça. C'est-à-dire ils n'ont pas simplement dit ces gens nous ont enseigné un certain nombre de concepts et de savoirs que nous n'avions pas. Non, les termes grecs qui sont utilisés sont relativement significatifs. Hein. Et ça, il faut quand même le comprendre. Épaille-de-thé, quand ils disent que la relation avec l'Afrique et qu'ils utilisent le mot épaille-de-thé, c'est prendre un enfant par la main comme on l'emmène à la maternelle. Hein. Vous voyez, il faut connaître la signification des termes pour comprendre véritablement l'esprit donc qui animait les Grecs au moment où ils écrivaient ça. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai écrit le livre Les Racines en me basant sur les textes d'Échille, d'Hésiode et de Diodore de Sicile, d'Hérodote et de beaucoup d'autres historiens grecs, je me suis posé la question, mais est-ce que ces gens étaient conscients qu'ils parlaient d'une population noire, c'est-à-dire qu'ils parlaient des Égyptiens et tous, même Échille l'a dit clairement, Échille l'a dit à plusieurs reprises, que les gens dont il parle sont des Noirs. Vous voyez? Donc, je dirais à partir de là, quelle est la nature de la démarche? Elle est très simple. Nous disons simplement qu'on ne peut pas marginaliser
le monde noir du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité et raconter la même histoire, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y aurait pas eu Platon s'il n'y avait pas Confucius de Memphis, donc Noum-Néfer, qui était son professeur. Vous voyez, il n'y aurait pas eu Pythagore. Pythagore, c'est son nom africain, son nom grec, c'est Mnédarkos. Il n'y aurait pas eu de Pythagore, il n'y aurait pas eu de Thalès non plus. Donc, à la base de toute la civilisation occidentale, en tout cas, il y a des Noirs africains. Alors, je vais vous expliquer en fait la réalité de la trame historiographique la plus vraie que possible. Les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ces gens viennent des vastes plaines de Mongolie qu'ils ont quittées au début du deuxième millénaire. Et on suit leur parcours, vous voyez, ils ne sont absolument pas passés vers la Russie à cause de la période wurmienne, la glaciation. Donc ces gens sont descendus au fur et à mesure, vous voyez, donc en passant par l'Arabie, et sont remontés donc en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, le territoire n'était pas vide. Il y avait des Noirs qui vivaient là, et ces Noirs, ils les ont appelés les Pélages. Maintenant, en 2000, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur toute cette population, et cette population possède jusqu'à aujourd'hui les gènes d'Africains subsahariens, c'est-à-dire des peuples tels que le Oromo, les Maasai. Ils partagent les mêmes gènes. Moi, je peux mettre l'étude à votre disposition, puisque c'est une étude qui a été faite que par des laboratoires européens. Le problème, c'est que, posez-vous la question, si cette étude ADN a été faite et a démontré tout le discours grec sur l'histoire et leur origine, pourquoi ça n'a jamais été porté à la connaissance du public? C'est que ça dérange l'histoire artificielle et romantique qui a été élaborée par les peuples du Nord pour faire croire aux peuples du Sud que la civilisation vient d'eux. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. L'ADN d'un Noir n'est pas la même chose que l'ADN d'un Blanc. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve par rapport au chromosome X, chromosome Y, la filiation. Vous voyez, c'est une problématique de filiation. Et il s'avère que dans cette étude ADN qui a été réalisée, les Grecs d'aujourd'hui, leur ADN est similaire à des populations telles que les Soudanais et les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Donc on voit bien, quelque part, que quand les Européens sont arrivés en Europe pour la première fois au milieu du deuxième millénaire, c'est exactement ce qu'ils disaient. L'espace n'était pas vide. Il y avait des individus qui vivaient là, et on le voit notamment avec le premier corpus artistique des Européens, qui sont les Kouros. Les Kouros, ces gens ont des traits métissés, c'est-à-dire que le père d'Hérodote, les pères, grands-pères d'Hérodote, c'était des Noirs. Mais il faut savoir une chose. Les Noirs ont disparu alors de l'Europe. Les Noirs, vous savez, les Noirs n'ont jamais disparu de l'Europe. C'est parce qu'on ne les montre pas à la télévision. Les Noirs sont toujours là. C'est ce qui est extraordinaire. L'Europe est peuplée de Blancs quand même. Il y a des Noirs, mais alors, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. C'est que l'Europe est peuplée de Blancs, mais beaucoup ont des gènes de Noirs. Parce que moi, je peux vous montrer des études ADN qui ont été faites sur des gens qui s'appellent, vous savez, les Moreau, Morel, Morland, Maurice, Maurice. Quand vous faites leur test ADN, ça vous ramène directement en Afrique. Hein. C'est pas parce que la personne est blanche aujourd'hui que ses gènes ne sont pas africains. Parce que le patriarche, c'est-à-dire le fondateur de la famille, venait d'Afrique. Et c'est pour ça que vous avez sur les armoiries de ces familles une tête de noir. Et ça, c'est valable pour toute l'Europe. Voyez. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Mais ce n'est pas des choses qui sont dites en l'air. Hein. C'est des choses vraiment qui sont démontrées et que beaucoup d'historiens, même européens, savent très bien. Parce que vous avez des villes qui portent le nom de ces gens-là avec la statue de la personne. D'accord. Ce que je veux dire, c'est pourquoi la couleur, là, bon, d'accord. Admettons que l'ADN n'est pas disparu. Mais la couleur, quand même, les Européens sont blancs. Ils sont de couleur blanche. Oui, ils sont blonds, ils ont des yeux bleus très souvent. Oui, tout à fait. Mais vous avez des noirs. Mais vous avez des noirs. Pourquoi, comment ça se fait que les noirs, le phonétique noir, est à ce point disparu de l'Europe? Alors, premièrement, il y a une raison très simple, c'est le climat. C'est-à-dire que les conditions qui permettent à un être humain de fabriquer de la mélanine à haute dose ne sont pas réunies. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il fait froid. Vous voyez, donc le nez ne correspond pas au nez qu'il faut pour pouvoir supporter. Mais c'était le même climat quand c'était peuplé de noirs. Non. C'est pas le même climat. Non, c'est-à-dire que non, à l'époque, vous voyez, à l'époque, lorsque les gens sont venus habiter en Europe, c'était des migrations qui ont dû, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique et est parti d'abord vers l'Asie. Et après, il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire on voit les implantations de l'homme moderne, hein, l'homme moderne en moins 40 000. Donc vous voyez, c'est relativement tardif puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000 et il s'installe du côté de la France, de l'Espagne en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. 160 000 ans, vous voyez. Donc on voit bien que quelque part c'est une destination tardive.
donc qui a été celle de cet homme-là. Mais je pense que les conditions climatiques ont été pour beaucoup dans le choix qui a été porté. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du faciès de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, mais le visage est resté tiré. Et vous verrez toutes les personnes qui sont parties dans cette direction-là, le visage, il a été très tiré. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que vous avez des noirs. C'est-à-dire qu'il a suffi que ces gens s'installent à un moment sur la latitude haute et après redescendent vers une attitude plus basse. Eh ben, ils ont gardé les traits qu'on peut qualifier de traits asiatiques, tout en ayant la peau noire et les cheveux crépus. Et c'est ce que j'ai montré aussi quand j'étais à Atrium, c'est de montrer qu'il y a toujours jusqu'à aujourd'hui des espèces humaines qui sont bloquées entre deux, vous voyez, entre deux choix. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, à la télévision, dans les reportages, les documentaires qui sont faits par les Occidentaux, cette humanité, on ne la voit jamais. Vous savez, il y a des Noirs qui sont exactement comme les Chinois, mais qui ont les cheveux crépus et qui sont noirs. Il y a des Noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs. Pourquoi? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre Est-ce qu'il est important pour nous et oui. pour vous de démontrer que l'Europe était d'abord peuplée de Noirs? Quel intérêt ça présente? C'est très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le racisme, l'idéologie impérialiste, ce sont des idées qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Ça a plus cloisonné l'humanité que ça l'a rassemblée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une dynamique d'adulte. C'est-à-dire que ce n'est pas une dynamique spécifiquement de noir et de blanc, c'est une dynamique d'adulte. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que les adultes, c'est-à-dire les gens qui sont quand même un minimum un peu responsables, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, veulent léguer ce monde-là aux jeunes générations. Parce que quand vous allumez le journal de 20 heures et que vous voyez le monde dans lequel il est, l'état dans lequel le monde est aujourd'hui, vous posez la question, mais les adultes sont passés où? Parce qu'on voit une bande de gamins qui sont devenus des enfants gâtés et qui, parce que certains ont des fusils, d'autres des armes de destruction, enfin tout le monde s'amuse sur la planète. Mais on se demande, mais où sont passés les gens sérieux? Parce que dans quelles conditions? Je veux dire, on parle de dérèglement climatique, de Copenhague, de choses, il y a des débats auxquels je participe des fois, et je me dis, mais est-ce qu'il y a encore des adultes sur la planète Terre? Parce qu'on est devenu complètement fou. C'est une humanité qui est devenue, c'est un immense parc d'attraction, la Terre aujourd'hui. Tout le monde considère qu'il peut faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, il y a quand même une déontologie, il y a quand même une éthique, il y a quand même le fait d'être terrien. Être terrien, c'est le fait de pouvoir respecter la Terre, respecter le fonctionnement climatique, respecter l'écologie. Il y a quand même une démarche qu'il faut avoir, un minimum. Et au lieu de ça, on voit des rapports de prédation. Donc on est quand même obligé de ramener les gens à la raison. De ramener les gens à la raison, pourquoi? C'est de leur dire que les concepts de race pure sont des inepties. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Ça n'existe pas des races pures. Pour la simple et bonne raison que l'humanité est monogénétique. Vous voyez? Donc ça, c'est du n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que l'histoire telle qu'on l'a racontée est une histoire qui est totalement romancée. Mais que, je vous prends un cas typique. Prenons Bertrand du Guesclin, qui était connétable de France à l'époque des rois. Bon, vous voyez les peintures de ce monsieur, les sculptures de ce monsieur, il est présenté partout blanc. Mais il faut savoir une chose, le jour où il a été se marier, sa femme l'a vu pour la première fois. Et qu'est-ce que sa femme s'est esclaffée quand ils étaient dans la cathédrale pour aller se marier? Il a dit, mais ce type a la peau noire comme la peau d'un sanglier. Vous voyez? Et pourtant, il a la peau blanche sur toutes les peintures. Et toutes les annales, toutes les chroniques de l'histoire de France l'ont dépeint noir. Est-ce que c'est de la faute de Motunde? C'est quelqu'un qui était noir, qui a fondé le royaume de France, parce qu'aujourd'hui, je dirais les frontières françaises qu'on connaît, c'est quand même ce monsieur qui a livré bataille à toutes les villes et qui a livré donc ces villes au roi de France. Pourquoi il est peint blanc alors qu'il était noir en réalité? Vous voyez? Donc ça qui veut dire que quoi? Quand on vient me demander à moi, est-ce que le fait de parler de la présence noire en Europe est important? Moi, j'ai envie de poser la question, mais pourquoi cette présence noire si évidente a été effacée des tablettes de l'histoire de l'Europe, alors qu'il n'est pas possible de raconter l'histoire de l'Europe sans la présence de ces noirs-là? Pourquoi ça a été effacé? C'est que, vous voyez, les gens Non, je comprends bien vos... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vois bien votre posture, qui est une posture... Non. Oui. Pourquoi? Pour vous, noirs, vous êtes noir. Oui. Pourquoi c'est important que les premiers Européens soient noirs? Aujourd'hui, en 2011, en quoi c'est important pour vous?
C'est important parce que je pense qu'il faut lancer la dynamique du monde de demain. Les relations entre le Nord et le Sud ne peuvent pas être des relations de prédation. Aujourd'hui, le jeune Européen a l'impression que toute la civilisation a été inventée par les Européens. Il faut lui expliquer que c'est faux. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas vrai, qu'on lui a menti. Et que les Européens sont venus voir les pays du Sud, et c'est dans les pays du Sud qu'ils ont pris 100% des concepts qu'ils ont et qu'ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est démontrable scientifiquement parlant. Et ça a été démontré par une liste interminable de chercheurs européens eux-mêmes. Il y a des chercheurs européens, je pense à John Borman. John Borman, c'est cet archéologue anglais de l'université d'Oxford qui a fait les photos de tous les kouros et qui a montré, mais regardez ces kouros, leur faciès est typiquement négro-africain. Et pourtant, ce sont les ancêtres des Grecs. Vous voyez, c'est lui qui a fait les ouvrages sur les vases athéniens à figure noire. Les vases athéniens à figure noire, c'est le premier corpus artistique des Européens avant les vases athéniens à figure rouge. On parle des vases athéniens à figure rouge, jamais des vases athéniens à figure noire, alors que ça a commencé par les figures noires. Et c'est là qu'on découvre que beaucoup de héros de la Grèce antique étaient en fait noirs sur les vases. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut pouvoir ramener de l'humilité de part et d'autre et combattre le complexe de supériorité des autres et combattre aussi le complexe d'infériorité des autres. Vous voyez? Donc il y a le complexe de supériorité des uns et le complexe d'infériorité des autres pour pouvoir créer une humanité qui va se retrouver autour du même projet. C'est-à-dire un vrai projet civilisationnel qui fera que les pays du Sud auront la possibilité de vendre eux-mêmes leurs matières premières aux pays du Nord de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décalage Nord-Sud. Ce n'est pas possible. On ne peut pas posséder autant de matières premières et être pauvre. C'est totalement inacceptable une chose pareille. Ce sont les Blancs qui ont réduit les Noirs à l'esclavage. Alors, la dynamique est beaucoup plus compliquée que ça. En fait, il faut savoir que la pratique esclavagiste dans les sociétés est issue du monde nomade et patriarcal. Et chose importante, c'est qu'on voit cette pratique se développer en Arabie, au Proche-Orient. Il faut dire vraiment ce qu'il en est, Babylone, Mésopotamie. Il y a Sargon d'Akkad, donc au milieu du 2e millénaire, qui va lancer une dynamique de razzia, qui va capturer des individus, mais tout ça se passe dans le bassin du Proche-Orient, enfin au niveau de la Mésopotamie. Il y a ensuite Babylone avec le code Hammurabi en 1750, avant l'ère chrétienne, où on a ce fameux code qui régit la vie des esclaves. Vous voyez déjà un premier code, on ne peut pas le qualifier de code noir, ce serait plus un code sémitique, puisque ça concerne les peuples sémitiques. Après, il y a l'Empire perse avec Darius Ier, qui va mettre les saints en esclavage. Après, vous avez le monde grec, qui va réduire donc les populations européennes en esclavage. Après, vous avez le monde romain. Oui, dans cet esclavage-là, oui. Souvent on parlait de captivité aussi, et il n'y a pas tellement de dimension raciale. Non, parce que en fait, le but du jeu, quand on voit Aristote ne va pas disserter sur la couleur de peau des esclaves. Il va disserter sur la fonctionnalité de l'esclave dans un mode de production économique. Hein. Tout à fait. Vous voyez? Donc la dynamique va être introduite après avec l'Église, la malédiction de Cham, où là on va, je dirais, ethniciser la problématique. Mais à l'époque même de la Septante, c'est-à-dire au moment où on va traduire la Torah en grec, à l'époque des Ptolémées, vers moins 200, ça ne fait pas particulièrement partie des débats de l'époque. Hein. C'est plus quand on va se retrouver vraiment à l'époque des Lumières, vous voyez, dès cette époque-là, où là on va ressortir des vieux dossiers et on va commencer à raconter n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que le texte essénien, le manuscrit de la mer morte, qui passe pour être l'original de toute cette littérature, il n'y a pas ça. Hein. La malédiction de Cham n'existe pas dedans. Parce que les Esséniens, de tous les historiens de l'Antiquité, ont été des anti-esclavagistes. Parce qu'ils ont dit que Dieu a donné la même dose de soleil à tout le monde, la même dose de nature à tout le monde, la même dose d'air à tout le monde, qu'il n'était pas question que l'homme réduise la dose de liberté de tel homme par rapport à tel autre homme. Et ils s'en sont tenus à là. Et voilà les gens qui ont été les premiers à écrire ces manuscrits-là. Vous voyez, ça ne figurait pas dedans. Donc ça veut dire qu'après, il y a quelqu'un, ou il y a un groupe de personnes qui ont rajouté ce texte-là, alors que le texte n'était pas dans le manuscrit original. Ce que je veux dire, c'est que dans notre rapport à nous nègres, avec les Blancs, ce sont les Blancs qui nous ont réduits en esclavage et pas le contraire. Alors, dans le rapport qu'on a eu, je dirais, avec eux, il faut savoir que Hérodote lui-même dit que quand les Européens vont arriver dans le Péloponnèse,
les populations noires qui sont là vont être chassées. C'est-à-dire tout de suite, ça va être un mouvement de guerre, d'implantation. Donc ce sont des nomades qui vont s'installer véritablement sur des structures, des technostructures de peuples sédentaires. Mais après, ils vont se sédentariser. Et le regard qu'ils vont avoir sur le monde noir, c'est-à-dire l'Égypte antique, ne va pas être le regard que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu dans la civilisation africaine véritablement des initiateurs sur les chemins de la civilisation. Donc voilà pourquoi ils vont partir avec beaucoup d'humilité pour aller recevoir un enseignement dans les temples en Égypte. Et après, quand ils vont, je dirais, toute cette tradition va passer au monde romain, on ne peut pas dire que le monde romain a particulièrement mis les Africains en esclavage. Je dirais sur le principe, les Romains mettaient des peuples qu'ils avaient conquis autour du bassin méditerranéen en esclavage. Je dirais c'était les galères, c'était la production des routes, la construction des édifices, mais il n'y avait pas une visée ethnique en particulier. Même quand les Européens sont partis à l'époque des Portugais, ils étaient à la recherche de l'or. Ces gens ne sont pas partis avec l'idée de mettre les Africains en esclavage. Ils étaient à la recherche de l'or. Bon. Et on voit bien que quand ils sont arrivés en Amérique, la population qu'ils ont trouvée, les Indiens, ils ont essayé d'exploiter cette population pour pouvoir défricher les terres et voir quels étaient le type d'exploitation économique qu'ils allaient pouvoir faire avec tout ça. Tout de suite après, quand les Indiens n'ont pas tenu le coup, ils ont fait quoi? Ils ont été chercher des Européens. C'est-à-dire le principe des engagés. Tout le monde sait très bien que c'était des gens qui étaient capturés sur les ports, dans les bars, qu'on mettait à fond de cale de bateau et qu'on emmenait directement au bon gré mal gré dans les colonies pour pouvoir défricher la terre. Le problème, c'est que les conditions climatiques... Voilà, les contrats. Mais quand moi j'ai vu des testaments de certains, c'était quand même plus proche de l'esclavage que du travail. Parce que les conditions de travail, les horaires de travail en journée, dont les gens ils étaient à l'agonie, mais certains sont morts dans cette affaire-là. Et il s'avère que confrontés à une réalité climatique et aussi peut-être à des conditions physiques, c'est là que Bartholomé de las Casas va dire, bon écoutez, finalement on va arrêter de prendre les Indiens, les Blancs ça n'a pas marché, il faut se tourner vers une autre direction, pourquoi ne pas tenter les Africains? Les Caraïbes en fait. Voilà, parce que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ne pas chercher une autre direction, pourquoi ne pas tenter les Africains? Et c'est de là que les Portugais avec le pape, Nicolas V et sa bulle papale de 1454, ils vont prendre la direction d'aller attaquer les Africains. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment de l'histoire, les Blancs, Portugais, Espagnols, Anglais, Français, les Occidentaux, avaient la possibilité de mettre en esclavage qui ils voulaient. Oui, tout à fait. Mais ils ont commencé par les leurs. C'est ce que vous venez de dire. Voilà, tout à fait. Mais c'est valable pour les Orientaux aussi. Hein. Oui, les Caraïbes. Tout à fait. Ensuite, les engagés. Ensuite... Tout à fait. Ensuite, les Africains. D'accord. Donc ces Blancs-là, à un moment, ils ont une supériorité sur les autres qui leur permettait de réduire les autres en esclavage. C'est un fait. Alors comment expliquez-vous que nous, Noirs, nous soyons à la base de toute civilisation? Il y a un moment où ces gens-là ont pris le pas sur nous. Tout à fait. Puisqu'ils nous ont dominés, ils ont réduit en esclavage. À quel moment ça s'est produit et pourquoi ça s'est produit? Alors, ça s'est produit en fait... Vous savez, les choses ont été beaucoup plus complexes que ça. Ça s'est produit beaucoup plus tardivement que tout ce qu'on raconte. Au départ, quand les Portugais sont arrivés, ils sont arrivés quand même avec des moyens lourds, c'est-à-dire le fusil, la poudre à canon. Et eux-mêmes ils le disent très clairement dans leurs annales. C'est ça qui a fait leur supériorité à un moment. Et de là, tout a découlé. Et la ruse, c'est-à-dire qu'ils se sont approchés du littoral. Naturellement, ils ont, pour certains, bombardé le littoral, d'autres se sont approchés. Ils sont rentrés à l'intérieur des terres. Mais vous savez, le long de la côte atlantique, il n'y avait pas de civilisation africaine. Il y avait quelques campements de population qui vivaient là. Et ils ont, tout simplement, en pleine nuit, ils sont fondus sur ces gens avec des filets, avec des fusils. Ils ont commencé à tirer en l'air. C'était des mouvements de panique. Les gens partaient dans tous les sens parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce claquement de l'arme, du fusil. Et là, ils lançaient les filets, ils ont attrapé les gens. C'est-à-dire, vous savez, 50 Portugais pouvaient attraper 200 personnes parce qu'ils les encerclaient avec des filets. Ils balançaient donc du feu dans les campements. Enfin, c'était des mouvements de panique, ça se passait en pleine nuit. Et là, ils disent qu'ils ont ramené tout le monde à fond de cale de bateau. Et arrivés au Portugal, ils interrogeaient les gens pour savoir où se trouvaient les mines d'or. Et les gens qui savaient où se trouvaient les mines d'or étaient ramenés en Afrique, pour leur permettre tout simplement d'avoir en échange de leur liberté, donc de l'or. Et c'est là que ça a commencé véritablement le rançonnage. Et les Portugais parlent de cette période-là de méthode terroriste.
Mais les Africains, quand ils ont commencé à comprendre le jeu des Portugais, ils se sont enfouis sous le sol. Et quand les Portugais sont arrivés, donc ils les ont laissés rentrer, ils sont sortis d'un seul coup et ils ont égorgé tous les Portugais. Parce qu'on oublie de rappeler que les peuples africains ont égorgé tous les navigateurs portugais. Ils sont tous morts. Et c'est de là que le Portugal s'est dit non, il faut changer de méthode et passer à la méthode douce. Et la méthode douce, c'était quoi? C'était passer par les Arabes. Livrer des armes aux Arabes et dire aux Arabes, écoutez, nous on va vous livrer des femmes blanches et en échange vous allez nous livrer des captifs noirs. On vous livre des armes, des femmes blanches, vous nous livrez des captifs noirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot esclave descend des razzias et du trafic, vous voyez, esclavagistes qui était fait avec une population blanche orientale qui était les Slaves. Et ces Slaves, du 5e pratiquement jusqu'au 14e, 15e siècle, étaient vendus à Venise, en tout cas sur les ports donc de la Méditerranée, aux Arabes, à fond de cale de bateau par les Européens. Et les Français étaient dedans. On sait très bien que, par exemple, il y avait des centres de castration, puisque les Arabes avaient donné un cahier des charges en disant voilà le type d'esclaves que nous sommes prêts à payer plus cher. Et c'est le mot des Slaves, c'est-à-dire le nom même, l'appellation de ce peuple-là, qui est un peuple européen blond aux yeux bleus, qui a donné le mot esclave. De slave, ça a donné slavus, qui a donné sclavus, qui a donné esclave. Et voilà l'origine du mot. Voyez? Donc on voit bien que tout ça, c'est quand même le fruit de tractation. Parce que les Arabes étaient à l'intérieur du continent africain. Si c'était des vrais razzias, ils se seraient retrouvés à fond de cale de bateau avec les Noirs et à couper de la canne dans la Caraïbe. On voit bien que s'il n'y a pas d'Arabes attrapés, c'est parce que les Arabes avaient, je dirais, tout simplement dealé le fait de rentrer dans le rouage des razzias avec les Européens en échange d'armes à feu. Et on voit bien que... où sont les usines de fabrication d'armes à feu en Arabie? Donc ces gens prenaient bien les fusils quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc c'est tout ce jeu-là, un peu pervers contre l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens relativement sensés qui viennent nous dire que oui, c'est parce que les Arabes avaient déjà commencé à faire des razzias à l'intérieur du continent africain, que les Européens sont arrivés et aussi on dit bah, tiens, on va faire la même chose. Mais c'est quand même extraordinaire. Les gens, ils arrivent, ils voient l'Afrique en danger. Au lieu de se dire tiens, on va défendre les Africains, ils décident de participer aussi à l'attaque. On n'a jamais vu des choses pareilles. Vous voyez, et le système de défense, on dit non-assistance à peuple en danger, à population en danger. Il y a quand même ce fonctionnement au niveau de la loi. Vous voyez, donc je trouve que les arguments qui sont invoqués aujourd'hui sont un petit peu faciles. Ils sont totalement immoraux. Vous voyez, c'est-à-dire on défie la moralité humaine, on défie même, je dirais, le fonctionnement même des civilisations. Et toute la notion de résistance africaine à l'oppression impérialiste orientale et l'oppression impérialiste occidentale est carrément passée sous silence. Alors qu'on sait très bien quand même que la pénétration arabe n'a pas été chose facile. Beaucoup de grands empires donc, ont affronté les Arabes, les ont vaincus. Et beaucoup de grands empires africains ont affronté les Européens et les ont vaincus. Demandez aux Portugais ce qui leur est arrivé quand ils ont attaqué les Ashanti et compagnie. Vous voyez? Donc je dirais, on vient raconter une histoire à dormir debout aux jeunes générations aujourd'hui en leur faisant croire que les Africains avaient des stocks d'esclaves, ils attendaient les Européens pour pouvoir... Mais moi je pose une question. Moi j'arrive au Japon aujourd'hui. Et je dis aux Japonais, je voudrais rencontrer un chevalier. Les Japonais vont me dire, mais non, nous on n'a pas de chevalier, monsieur Montoude. Nous, chez nous, on a des samouraïs. D'accord? Bon, maintenant je pose la question. L'Européen arrive en Afrique, il dit que l'Afrique fait de l'esclavage depuis des siècles. Vous lui demandez, et comment l'Africain il appelait les esclaves? Est-ce qu'il peut nous sortir un document de négrier où le négrier dit, voilà les Africains, ce que nous appelons esclaves, ils appellent tel nom. Donc vous voyez bien que ces gens sont arrivés, ils n'ont rien vu du tout. Et il commence à raconter l'histoire à dormir debout. Allez, juste quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut concevoir quand même qu'à un certain moment, le monde blanc a eu une supériorité, disons, technologique, je ne dis pas civilisationnelle, je dis technique, technologique, technocratique, tout ce que vous voulez, sur le reste des autres, sur les autres? Mais ça, je vais vous expliquer quelque chose. Attendez, c'est oui ou non? Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Au départ, le monde noir a eu une supériorité sur le monde blanc. Mais quand le monde noir a eu la supériorité sur le monde blanc, c'est-à-dire que nous avons vaincu les peuples blancs au combat, et nous avons mis sur des stèles l'organe génital féminin. Lisez les annales de l'histoire de l'Europe. L'organe génital féminin, ça veut dire quoi? Pharaon dit, lorsque j'ai affronté un peuple qui s'est défendu comme un homme, je mets les organes génitaux masculins. Ça veut dire que j'ai eu affaire à des gens qui sont venus majeurs. Mais quand je mets des organes génitaux féminins, ce sont des gens qui sont partis en courant. Et j'ai dû courir après eux pour arriver à les battre. Vous voyez? Donc les traces
le fameux peuple européen qu'on appelle les Thraces, dont on a eu la grande exposition, les peuples nordiques et compagnie, ont été confrontés à Pharaon, je pense à Sésostris III notamment, vous voyez les Toutmoussis et Sésostris III, qui les ont vaincus, mais il n'y avait pas la volonté d'exploiter l'Europe pour un fonctionnement économique. Quelle était la démarche? De faire régner la paix. Lisez les annales, tout simplement, les peuples se coalisaient pour venir attaquer le continent africain. Donc il fallait tuer dans l'œuf. Non, mais je vous explique. Vous n'allez pas nous faire croire que l'Afrique était un paradis, que les gens ne se battaient pas entre eux, que les tribus ne se combattaient pas, qu'il n'y avait pas de captifs, qu'il n'y avait pas de guerre. Je vais vous dire une chose. C'était le lot de tous les continents à l'époque. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire pourquoi cette démarche est fondamentalement fausse. Et c'est une escroquerie intellectuelle. Parce que quand vous descendez dans l'histoire de l'Europe, on vous dit que la démarche des peuples qui s'agressaient, c'est justement la prédation culturelle, qui fait que les langues du terroir disparaissent et les cultures disparaissent pour une culture et une langue commune. Et après, on vient vous dire qu'en Afrique, il y a 125 000 ethnies et 125 000 cultures. Donc on voit bien que la démarche historiographique de l'Europe ne peut pas être appliquée à l'Afrique parce qu'on n'a pas le même résultat. Chaque peuple, quand vous êtes face à un Africain, il dit « dans mon ethnie, je m'appelle un tel ». Dans mon ethnie. Est-ce que vous connaissez un Européen qui dit « dans mon ethnie, je m'appelle un tel ». C'est-à-dire qu'il a un nom qui est le nom de la nation, qui descend des Grecs et des Romains. Il n'y avait pas de guerre entre Africains. Je vous dis simplement qu'à un moment, il faut être sérieux quand on fait de l'histoire. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que quand un Européen a un nom, nous savons très bien que ça descend. Mais je ne parle pas des Européens. Non, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Parce que voilà des gens qui se sont battus et sur lesquels la logique de la domination et de la prédation a fait qu'ils portent tous des noms judéo-chrétiens. C'est-à-dire vous demandez à n'importe quel Européen, qu'il soit anglais, qu'il soit allemand, qu'il soit italien, il porte un nom judéo-chrétien. Vous arrêtez n'importe quel Africain et vous dites dans mon ethnie, dans ma langue, mon nom a telle signification. Donc le schéma historiographique de peuples qui s'affrontent tous les jours, chaque fois que le jour se lève, qui a été celui de l'Europe, est inapplicable en Afrique. Voilà le fond du problème. Donc je ne dis pas, non, c'est-à-dire que là je suis obligé de me fâcher, parce que je n'aime pas quand on raconte n'importe quoi. Je ne dis pas que les peuples africains ne se sont pas affrontés. Ce qui est fondamentalement faux, puisque la dynamique de l'histoire est la même. Mais la nature de l'affrontement, qui est toujours l'affrontement sanglant, tel que nous l'avons connu en Europe, est inapplicable en Afrique noire. On a bien vu, par exemple, dans la démarche de l'Afrique du Sud, que c'est Shaka Zulu qui a introduit la démarche même de la sagaie et vraiment de l'affrontement du corps à corps, véritablement, chose qui était inconnue dans les traditions de bataille d'Afrique du Sud. On a vu beaucoup d'explorateurs, par exemple, arabes, quand ils sont venus dans l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, XIIe siècle, XIe siècle, ces gens ont dit « mais il règne une paix extraordinaire dans tout l'Empire du Mali. On peut laisser tomber son or, on peut revenir 10 ans après, vous avez quelqu'un qui a ramassé l'or et qui vous le donne. » Alors que tout le monde sait qu'à l'époque, le roi de France ne pouvait pas sortir de chez lui, aller faire des courses en face et revenir sans attaquer. Vous êtes toujours en train de comparer l'Europe. Mais on est obligé de comparer. Parce que je vais vous dire pourquoi je compare. Non, je vais vous dire pourquoi je compare. Parce que l'Européen prend un schéma historiographique de l'Europe qu'il veut appliquer au pays du Sud. Je dis que, compte tenu du fait que le résultat que nous avons aujourd'hui n'est pas le même, la démarche historiographique ne peut pas être la même parce que ça relève de l'escroquerie intellectuelle. Voilà le fond du problème. Par contre, je reconnais... par contre, je reconnais qu'au moment où les Européens sont arrivés, donc 15e siècle, 16e siècle, nous étions arrivés au stade des empires. Et les empires s'affrontaient. Vous voyez ? Donc cet affrontement des empires allait donner véritablement les entités étatiques. Parce que la démarche de la première, je dirais, civilisation, qui est le clan, et qui va donner la communauté villageoise quand les clans vont se regrouper, et de la communauté villageoise quand les villages vont se regrouper, ça va donner la grande ville, ça va donner ensuite le royaume, les royaumes vont se regrouper, ça va donner les grands empires. Vous voyez, on était au stade des grands empires, et nous étions au dernier stade de l'affrontement des grands empires. Vous voyez, et c'est à ce moment-là que des petits clans, des petites communautés villageoises, des petites ethnies, qui étaient déjà vaincus et qui avaient déjà accepté la domination du grand royaume, et qui étaient déjà rentrés dans la logique de fonctionnement. Qui étaient déjà vaincus, donc il y avait eu des guerres. Mais oui, mais c'est-à-dire que... Mais je vais vous dire une chose. Les guerres, telles que nous les voyons en Europe, n'avaient pas la même nature dans le Sud. Je vais vous prendre pas les gens. Non, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Non, parce que vous voyez des fois des films chinois où le roi de telle région est invité par le roi de telle autre région à prendre le thé. Le thé qu'ils prennent, c'est la guerre qu'ils sont en train de mener. Et ça se déroule selon un rituel. Le premier qui faute au rituel a perdu.
Et ils ne discutent même pas. C'est-à-dire à travers une Donc tasse de thé. c'était des guerres pacifiques en Afrique. Mais c'est-à-dire que la notion de guerre, qui est issue des peuples nomades patriarcaux, ne peut pas s'expliquer et ne peut pas être. On ne peut pas prendre des notions qui sont valables dans une culture et les appliquer telles quelles dans une autre culture. Ce que je vous demande, est-ce qu'il y avait des guerres en Afrique? Il y avait des guerres en Afrique. Et vous pensez que la guerre, c'était aller prendre le thé l'un chez l'autre? Moi, je vous dis une chose, relisez les annales africaines, vous allez être très surpris. Parce que nous avons été formés à l'école de Jules Ferry, nous sommes mono dans notre façon de voir. L'Afrique, et je ne dis pas l'Afrique, les pays du Sud en général, nous demandent tout simplement à revoir notre jugement. Parce que, premièrement, le résultat n'est pas le même, la démarche n'est pas le même, et le cadre culturel n'est pas le même. Quand on a affaire à un cadre culturel qui n'est pas le même, le fonctionnement de l'histoire n'est pas le même. Non, mais c'est vrai que les Écossais ne se battaient pas comme les Français. Je veux dire, on ne se bat pas forcément de la même façon. Mais la guerre, c'est la guerre. Il y avait bien des guerres en Afrique, entre les ethnies, entre les tribus, entre les rois, entre les royaumes, entre les empires. Oui ou non? Je vais vous expliquer encore quelque chose. L'Afrique est un continent qui est quand même sérieusement un peu plus grand que toute la communauté européenne réunie. Lorsque deux frères étaient rivaux, voulaient monter sur le trône, eh bien, la plupart du temps, le frère prenait sa cour et allait 200 km plus loin. Et il s'installait 200 km plus loin. Comme ça, il y avait le premier frère qui succédait à son père, le deuxième qui voulait succéder à son royaume. Il allait 200 mètres plus loin. Et ce mouvement-là, vous voyez, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions africaines, c'est justement pour éviter la guerre. Parce que écoutez, mais toutes les stratégies... Ça existait aussi en Europe, c'est-à-dire l'aîné héritait et le cadet partait. Mais est-ce qu'il allait fonder son royaume? Oui, il allait fonder dans les colonies, ça c'est autre chose, mais il partait aussi. Il allait fonder dans les colonies. Non, ceci dit, sur la base des principes, l'Afrique a eu des grandes armées. Il y a eu tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire la chevalerie africaine avec le Moronaba, avec les gilets à côte de maille. Bon. Quand Soundiata Keita a fondé l'Empire du Mali, c'est dans une grande guerre face à Soumaoro Kanté. Donc on est d'accord, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres avec des chevaliers, gilets à côte de maille, il y avait tout ça. Voilà. Mais à partir du moment où, vous voyez, il y avait la constitution du royaume et qu'il y avait le jeu culturel qui jouait, parce que c'est pas, je dirais, le royaume conquis n'était pas dominé par le royaume vainqueur. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions tout simplement d'intégration de ce royaume dans le royaume vainqueur. Et même l'armée du royaume vainqueur continuait à siéger toujours au même endroit, mais rentrait dans le cadre de la défense du grand royaume. C'est-à-dire que les fonctionnements culturels... Et pourtant, vous savez, beaucoup de Français l'ont noté. Hein. Moi, je pense à des gens tels que Liliane Crété, Serge Dager, ces auteurs-là, qui ont analysé la dynamique. Eux-mêmes ont reconnu qu'on ne peut pas appliquer le schéma historique de l'Europe à l'Afrique noire. Parce qu'il y a quand même le trait culturel qui fait que le schéma d'histoire est différent. Mais sur les grands principes, c'est-à-dire faire la guerre et compagnie, naturellement, il y a eu des guerres. Naturellement, il y a eu des guerres parce qu'il y a eu des rivalités. Mais il y a eu des guerres, je dirais, aussi dans la dynamique qu'on a vue aussi en Europe, c'est-à-dire avec des chevaliers, avec des gilets à côte de maille, avec tout cet apparat-là qu'on ne montre pas non plus aux jeunes générations aujourd'hui. Mais des guerres de conflits, d'intérêt sur des choses précises. Par exemple, vous aviez cette avancée de l'arabe, de la culture donc, musulmane, la pratique de l'esclavage qui était défendue par Soumaoro Kanté par rapport à Soundiata Keita qui voulait mettre un terme à tout ça. Donc comme il n'y avait pas de possibilité de conciliation, ça a donné lieu à une grande guerre. Et l'affrontement a eu lieu dans la plaine de Kirina. Et ça a été la défaite totale de l'armée de Soumaoro Kanté, qui a été poursuivie d'ailleurs dans les montagnes par Soundiata Keita. Et après, qu'est-ce qu'a fait Soundiata Keita? Il a fondé l'Empire du Mali. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire, il dit voilà la constitution sur laquelle va fonctionner donc ce royaume. Et dans cette constitution, il a mis un terme à tout fonctionnement inhumain tel que l'esclavage et compagnie. Donc c'est de là que c'est intéressant parce qu'on a des matériaux historiques qui nous permettent véritablement de voir ce qu'a été la réalité de cette histoire africaine. Vous voyez? Mais l'histoire africaine ne s'explique pas simplement par des guerres. Ça s'explique aussi par des mouvements, je dirais, d'hommes qui ont voulu créer des villes, qui ont voulu donner à cette ville-là une fonctionnalité. Vous avez des villes plutôt commerçantes, vous avez des villes qui étaient plutôt des villes universitaires, telles que Tombouctou, vous voyez, donc où il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup de savoirs qui étaient transmis. Les gens venaient de partout d'ailleurs, même d'Arabie, pour pouvoir recevoir des enseignements là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est que le moment de cette rencontre entre l'Europe et l'Afrique a fait que, en dépit de tout l'armement donc que l'Afrique disposait à l'époque, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est véritablement le fusil et le canon. Là, dans tous les confrontations à armes égales,
Rares sont les fois où l'Afrique a perdu, mais dans cette confrontation-là, à armes inégales, bon, là, il faut quand même admettre que la supériorité nordique s'est imposée, pas seulement à l'Afrique, hein, à tous les pays du Nord. D'accord. Donc c'est ça. Et c'est de là que le monde est parti dans un projet économique, c'est-à-dire qu'une exploitation de l'homme par l'homme. Et pour pouvoir arriver à le faire, il a fallu sortir une classe d'hommes du champ des humains. C'est là qu'on arrive à la problématique des biens meubles. Pourquoi? Parce qu'on voulait tout simplement affecter à ces ouvriers, entre guillemets, enfin à ce cheptel humain, des qualificatifs qui pouvaient être utilisables dans le cadre du droit. La raison pour laquelle on a fait les captifs rentrés en tant que bien meuble, c'est tout simplement pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un cadre légal, c'est-à-dire dans un cadre de bien de consommation, un bien qu'on possède, qu'on peut vendre et acheter. Et c'est pour ça qu'ils ont été transformés en bien meuble, vous voyez, pour répondre, si vous voulez, aux impératifs du droit. Mais à partir du moment où le rapport de force a été, je dirais, même sur les plantations, parce que l'esclavage c'est un jeu de rapport de force incessant. À partir du moment où le rapport de force a été rééquilibré, on le voit avec Haïti, eh bien, il y a eu la possibilité de gagner. Et c'est finalement ce qui s'est passé en Haïti, c'est-à-dire une victoire éclatante d'anciens captifs, tout simplement parce qu'on a renversé le principe du rapport de force. Comment vous pouvez dire, attendez, est-ce que pendant le Moyen-Âge, en Europe, il y avait l'exploitation de l'homme par l'homme? Oui, il y avait le servage. Bien sûr, je veux dire, donc on ne pouvait pas lier l'exploitation de l'homme par l'homme à la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Je peux même dire que depuis tout le temps, il y a eu l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, non, c'est-à-dire que ça, c'est valable pour les pays nordiques. On ne peut pas l'appliquer pour les pays du Sud parce que l'environnement culturel est totalement différent. Alors, attendez, je vous pose juste une question. Revenons en Amérique du Sud, par exemple, avec les conquistadors. Comment pouvez-vous expliquer que si peu d'hommes, même avec leurs armes, mais des armes qui étaient défavorisées par la végétation, difficile de traîner un canon dans l'Amazonie. Hein, bon. Comment si peu d'hommes ont pu conquérir de si grands pays habités par tant de gens, les Incas, les Mayas, etc. Si ces civilisations elles-mêmes n'étaient pas en difficulté, n'avaient pas un problème, quoi, je veux dire. Si tout le monde était heureux dans ces civilisations, comment est-ce que ces étrangers arrivés là, on peut les conquérir si facilement? Alors, ça c'est la version de l'histoire des Européens. Non, je vous pose la question. Parce que c'est une question que les jeunes Africains, les jeunes Martiniquais, les jeunes Guadeloupéens qui sont actuellement en France, à qui vous vous adressez, ils se posent toutes ces questions que je vous pose. Comment est-ce qu'on a été si grand, si pharaonique, etc., et qu'aujourd'hui ils nous dominent comme ils nous dominent là? C'est la question qu'ils sont en train de se poser. Non, mais c'est-à-dire que la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est que la Grèce a existé. Ça a été une grande civilisation. Il n'en demeure pas moins que la Grèce s'est effondrée, la Rome antique a existé. C'est-à-dire, la vie de toute civilisation, c'est naître, grandir et disparaître. Hein. Je dirais, c'est valable pour le Nord comme pour le Sud. Donc il n'y a pas de choses extraordinaires là-dessus. Hein. Par contre, la chose qui s'est produite, c'est qu'au moment où l'Europe part, parce qu'il y avait les Vikings avant. Les Vikings avant partaient avec le bouclier, l'épée. Ils n'ont pas détruit les civilisations comme les Européens après sont partis avec la poudre à canon et le canon. C'est-à-dire vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de poudre à canon et canon, plus la ruse, c'est véritablement... Mais bon, pour expliquer les faits, vous savez, il faut comprendre une chose. L'Européen a envoyé d'abord des explorateurs qui n'étaient pas des explorateurs, c'était des espions. Donc ces gens sont partis espionner le fonctionnement de populations, et ces populations ont fait confiance en accueillant un étranger qui vient nous voir, en lui rend visite, on lui fait découvrir le royaume. Et cet étranger qui est là, qui se fait passer pour quelqu'un qui est venu très loin à la rencontre de peuples, a un petit calepin dans lequel il note la mine de diamants est par là, la mine d'or est là. Bon, ces gens ont 35 épées, ils ont 40 flèches, ils ont 35 arcs. Bon, les guerriers s'entraînent à tel endroit, à telle heure. Le gars, il note. Bon. Et quand il transmet son rapport aux autres, ils connaissent déjà tout le fonctionnement militaire de l'État qu'ils vont agresser. Donc quand ils arrivent, c'est en fonction de notes et d'informations qui ont été données par un espion. L'Europe a toujours fonctionné comme ça. On envoie d'abord quelqu'un espionner, et quand ces personnes déboulent sur vous, ils connaissent tout votre fonctionnement. C'est formidable. Et même les Arabes ont joué le même jeu. Ils sont formidables s'ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, c'est pas une question d'aspect formidable. C'est-à-dire que... C'est la stratégie quand même. Mais l'Égypte antique a fonctionné comme ça. Si l'Égypte antique a pu durer aussi longtemps, je tiens quand même à rappeler que le mot espion est un mot égyptien. D'accord ? Donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il y a un moment, même l'Éthiopie,
Rappelez-vous l'Éthiopie, quand les Romains ont envoyé des ambassadeurs au roi éthiopien, le roi éthiopien a dit, ah bon, donc vous êtes venu me faire quoi? Vous êtes venu m'apporter des cadeaux d'un roi, et demain vous allez faire quoi? Visiter mes installations militaires, vous venez m'attaquer? Il les a pris, il les a attachés, il les a dit, dehors. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand ils sont venus pour attaquer l'Éthiopie, c'était un petit peu plus compliqué. Ils ont échoué. Parce que les informations dont ils avaient besoin, eh ben, le roi d'Éthiopie ne leur a pas donné. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une démarche qui est toujours la même, qui est la démarche de l'espionnage. Vous accueillez quelqu'un, vous pensez que c'est un ami, alors qu'en fait c'est un ennemi qui va vous poignarder dans le dos demain. Bon. Mais cette personne ne vient pas vous poser n'importe quelle question. Il faut toujours faire très attention à la nature des questions que cette personne vous pose. Cette personne vient toujours enquêter sur ce que vous faites, sur la façon dont vous faites les choses. Parce que vous êtes en train de perdre votre savoir-faire et votre originalité à partir du moment où vous répondez à sa question. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui sont valables pour hier, c'est encore valable aujourd'hui. Il faut faire très attention à un certain nombre de choses. Parce que les gens sont toujours les mêmes. Et la nature du problème est toujours la même. Voyez? Et ce qui s'est passé, c'est que quand ces gens sont arrivés, je prends par exemple le cas de l'Amérique du Sud, ils avaient déjà compris donc, un certain nombre de fonctionnements. Ils ont vu que le roi, c'était l'entité spirituelle du peuple. C'est-à-dire le peuple ne se concevait pas en dehors du roi. Qui se quand même exploitait allègrement son peuple. On ne peut pas dire ça comme ça. Ah. On ne peut pas le dire comme ça. On ne peut pas le dire comme ça parce qu'il faut voir l'environnement culturel. Vous savez, un peuple peut être exploité et accepter une exploitation. Ben, les serfs aussi étaient acceptés, je veux dire, ils ne se révoltaient pas tous les jours. Les serfs se plaignaient. Mais les autres aussi, je veux dire. Je dirais, sur quelle base, sur quel texte on se base pour dire ça? Bon, vous imaginez que c'était là aussi des civilisations idylliques. Non, moi, je ne parle pas de civilisation idyllique. Quand le roi mourait, qu'il fallait enterrer en même temps son épouse. Mais les gens étaient contents d'y aller. Ben d'accord. Okay. Mais attendez, mais vous pensez que la jeune femme de 20 ans qui va devoir être enterrée vivante... Mais vous regardez ça par rapport au regard de l'Européen? Non, pas par rapport La preuve, c'est que quand les Européens sont arrivés, ils leur ont dit, mais non, c'est pas la peine de vous enterrer avec votre mari. Vous croyez que ça ne lui a pas fait plaisir à cette femme, à votre avis? Mais honnêtement, à votre avis. Je crois que le regard qu'on porte sur certaines cultures, ce regard a été complètement vicié par le regard de l'Européen. Vous savez quoi? Il y a une nature humaine qui a par définition peur de la mort, donc de quelque religion que ce soit. Non, ça c'est le discours de l'Européen sur la nature de la mort. On n'a pas peur de la mort dans quelque civilisation que ce soit. La civilisation africaine a eu peur de la mort quand? Oui, tout le temps. On a toujours. C'est instinctif d'avoir peur de la mort. Mais c'est l'Européen qui dit. Non, c'est instinctif. Si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne vivez pas. Non, donc, je pense tout le monde a peur de la mort. Non, je pense que on peut surmonter la peur. Non. Essayer de la surmonter, mais on en a peur. Non, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que l'art d'enterrer quelqu'un en Europe, ça vient de l'Afrique? Les Européens l'ont dit clairement. Il y a des rois africains qui sont venus leur apprendre les rites de l'enterrement. Voyez? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le regard que l'occidental a sur la mort, sans compter tous ces regards guerriers qui disent que quand tu meurs au combat, tu vas directement au paradis auprès de Dieu à l'époque des peuples nordiques, les Vikings et compagnie, n'est pas le même regard que les gens du Sud ont sur la mort. Parce que pour le pays, je vous dis par exemple en langue africaine, il y a le mot mort n'existe pas. Il y a les vivants et les vivants. On est vivant physiquement, on est vivant spirituellement, mais on est toujours vivant. Vous voyez, il y a pas le mot mort tel que dans le sens de mort n'existe pas. On est vivant matériellement, on est vivant spirituellement, mais on est toujours vivant. Vous voyez, donc il n'y a pas cette notion de disparition totale. C'est-à-dire la personne on la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Et les contacts avec cette personne sont toujours des contacts opérationnels. Est-ce que vous voyez? Et donc je dirais le regard qui est porté par les pays du Sud, il faut aller aux côtés de ces populations, comprendre leur culture pour comprendre que le regard qu'a l'Europe sur une chose n'est pas universel. Il n'y a pas l'universalité du point de vue européen. C'est faux. C'est une invention de l'Europe. Sur ça, mais il y a une nature humaine. Il y a une nature humaine, qu'elle soit européenne, française. Il y a une nature humaine. Qui a peur de la mort. C'est pour ça que... Comment non? Je veux dire, si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne vivez pas, puisque c'est justement cette peur de la mort qui vous préserve. Vous avez peur de vous blesser, vous avez peur de tomber, vous avez peur de ceci. Comment vous faites pour imaginer que les peuples asiatiques ont inventé le harakiri? Oui. Non, le gars, il y a un code d'honneur. Oui, il sait qu'il a enfreint le code d'honneur. Est-ce qu'il a peur de mourir? On lui donne une épée et tout le monde s'en va. On lui dit, on n'a même pas besoin de te tuer.
comme tu sais que ce que tu as fait dans le cadre de notre société n'est pas bien. Et vous pensez qu'il était content de se tuer, le gars? Mais le gars, mais c'est son honneur. Non, il le faisait, mais il était content de le faire. Mais c'est son honneur qui sauve. On est Mais vous oubliez le cadre culturel. Non, mais s'il ne le fait pas, je vais vous dire une chose. Déjà, premièrement, il a enfreint l'honneur même de sa civilisation. Deuxièmement, s'il ne se tue pas, il enfreint une deuxième fois l'honneur. Vous êtes bien d'accord que c'est une sanction, le fait de l'obliger à se tuer? Mais il le fait pour laver son honneur. Oui, mais c'est une sanction. C'est une sanction, mais il le fait pour laver son honneur. Mais il le fait allègrement. Il le fait allègrement. Regardez des samouraïs. Attendez. Regardez des samouraïs. Vous avez des samouraïs qui sont au combat, qui sont blessés. Le combat était important. Le samouraï, il dit non, il faut me tuer. Parce que dans cette bataille-là, je ne peux pas sortir vivant. Il faut me tuer. On a le code de l'honneur. Et le gars, quand vous le tuez, il est fier de mourir là. C'est-à-dire, c'est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui. Il faut pas. Mais il n'était pas content d'être blessé. Hein. Mais il faisait tout pour ne pas être blessé et mourir. Hein. Il faisait tout pour gagner la guerre. Le fait d'être blessé, c'était pas son problème. Il faisait tout pour gagner. Mais quand il a vu, je dirais qu'il a perdu ou je dirais les choses se sont un peu mal passées, il dit mais non, moi je ne peux pas sortir vivant de là parce que là nous sommes dans un cadre culturel. Oui, vous voyez. Et quand la personne vient pour le tuer, le gars il est content. Il dit merci. Il dit merci. Il dit pas oh là pourquoi tu m'as fait ça. Il dit merci. Et il sait très bien qui est-ce qu'il appelle pour le tuer. Vous voyez, il n'appelle pas n'importe qui. Il sait très bien qui est-ce qu'il appelle. Parce que tout ça, ça fait partie de la culture. Attention, je tiens à dire, l'Européen qui part en courant devant la mort, c'est pas le cas de tout le monde. Dans les pays du mais Sud. pourquoi vous êtes comme ça? Mais non, parce que je vous résume votre point de vue. Attendez, non. Les chevaliers qui faisaient des tournois avaient aussi un code d'honneur, quoi, je veux dire. Donc toutes les civilisations ont aussi des codes d'honneur. Ce qui me gêne un peu dans votre discours, c'est ce fondamentalisme, cet extrémisme. Vous avez donné l'impression d'être complètement anti-européen, comme s'il n'y avait rien de positif chez les Européens et que tout était positif chez les autres. Je suis content que vous abordiez cette thématique-là, je dirais avec cette franchise-là, parce qu'il faut comprendre quelle est la nature de ma démarche. Vous savez, moi je suis afrocentriste. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes martiniquais, je suis afrocentriste. Vous êtes guadeloupéen? Je suis les deux, pour résumer. Mais je suis afrocentriste. Donc je vais vous expliquer une chose. Je suis afrocentriste. Qu'est-ce que l'afrocentricité? L'afrocentricité est une philosophie qui a été élaborée par le professeur Molefi Keteasante des États-Unis, qui dit que le point de vue européen ne saurait être un point de vue universel. Le point de vue européen émane de l'expérience des Européens. Mais il y a autant de points de vue qu'il y a de peuples. Parce que chaque peuple a son expérience de l'histoire et de sa culture. Donc, de la même façon qu'on ne va pas prendre l'expérience des Fans pour rendre cette expérience des Fans universelle sur le peuple nordique, puisque nous considérons que l'histoire des Fans, la langue des Fans, la culture des Fans, est, je dirais, à son essence même par rapport à l'essence du peuple scandinave, nous disons simplement que la beauté de l'humanité, c'est de voir quel était le regard que les Scandinaves portaient sur la mort, par rapport au regard que les Fans portaient sur la mort. Et c'est dans cette originalité entre les Scandinaves et les Fans qu'on voit la beauté et la diversité de l'humanité. Mais s'il s'agit de prendre le point de vue des Scandinaves et de l'appliquer sur les Fans, nous sommes obligés de dire non. Parce que les Fans n'ont pas vécu dans la même latitude, les mêmes conditions climatiques que les Scandinaves. Donc le regard, il est différent. Je comprends que les sensations humaines soient des sensations et des ressentis identiques, mais il y a l'enrobage de la culture qui modifie la pensée et le comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est à partir de là que nous sommes obligés d'admettre, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Vous savez, une fois, j'ai demandé à un organisme de m'offrir la possibilité de voir comment les peuples, quel était le regard des peuples du Nord et des peuples du Sud par rapport à l'eau. Parce que je voulais simplement faire comprendre à un certain nombre de personnes que le regard que l'Anglais a sur l'eau ne peut pas être comparé au regard que le Maasai a sur l'eau. Parce qu'il a une façon de voir l'eau qui n'est pas le regard de l'Anglais. Le Russe va voir l'eau d'une façon totalement différente par rapport à une population sud-américaine. Mais le fait de faire un symposium autour de l'eau, vous imaginez, on fait des symposiums autour de l'eau et c'est toujours le point de vue européen sur l'eau qui prédomine. C'est une molécule de ci, une molécule de ça. Non, pourquoi on ne fait pas un symposium sur la perception qu'ont un certain nombre de peuples sur l'eau? Et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Parce que pour vous, l'eau, c'est une matière, pour des peuples, ça peut être une matière solide. Alors comment expliquer pour nous, c'est une matière liquide, pour d'autres peuples, c'est une matière solide? Donc ça veut dire qu'il y a un enrobage culturel, il y a une histoire derrière tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la diversité de l'humanité. Mais on veut uniformiser, on veut partir dans la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est très dangereux parce qu'on met une technostructure européenne, occidentale,
en disant voilà, on va uniformiser sur le paradigme occidental. Non, il y a autant de paradigmes qu'il y a de peuples. Et chaque peuple a le droit d'avoir son paradigme. Vous voyez? Et ça, c'est important parce que chaque peuple a le droit à la culture, chaque peuple a le droit à la défense de son patrimoine, et on ne peut pas... Est-ce que vous portez parfois des jugements sur telle ou telle culture? Non. Non, toutes les cultures sont égales, il n'y a pas... C'est-à-dire que chaque culture répond à un projet civilisationnel. La seule chose que je demande aux uns aux autres, c'est de revenir à la raison et de se comporter comme des adultes. Ça veut dire quoi, se comporter? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser, je vais vous dire une chose qui est très simple, on ne peut pas dire tous les jours qu'on a des armes de destruction massive sans avoir de livre de sagesse. Parce qu'il faut avoir un niveau de sagesse qui correspond au niveau d'armement qu'on a. Quand ce n'est pas le cas, on est criminel. Une civilisation où, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de choisir son mari, est-ce que ça vous paraît quelque chose de positif? Alors ça, je dirais, il y a des traits culturels qui sont des traits particuliers. Il y a un parcours que font les peuples à travers l'humanité, qui est aussi un parcours assez particulier. Vous savez, les Européens, ce sont des petits farceurs. Les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Oui, que vous revenez encore sur les Européens. Mais non, vous faites une fixation. Je ne vous parle pas des Européens. Non, mais c'est pas ça, c'est pas une question de fixation, parce qu'il y a toujours ce regard de l'Europe sur le comportement culturel. Mais non, je vous demande à vous, vous êtes un homme, là, monsieur. Moi, je dis simplement que chaque peuple met dans son sein, je dirais, les luttes qu'il faut. Je vous demande, vous, si vous êtes partisan d'une civilisation où la femme n'a pas le droit de choisir son mari et est mariée à l'âge de 13 ans. Non. Avec un homme. Définitivement. Voilà, c'est ce que je vous demande. Moi, je vous dis définitivement non. Définitivement non. Parce que, je dirais, nous sommes issus d'une tradition où ce genre de choses n'existait pas. Je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose parce que la question que vous posez, elle est importante. Vous savez, en Afrique, il y a des jours où, il y a des moments dans l'année où on fait venir donc les jeunes garçons qui sont en âge de se marier. Et durant toute la journée... J'aime pas que vous dites en Afrique. Parce que c'est un pays d'Afrique, c'est une région d'Afrique. L'Afrique, c'est pas l'Afrique est très diverse, je veux dire. Elle est très diverse, mais il y a des traits culturels qu'on retrouve dans non, ça, c'est pas forcément partout, ce que vous dites là. En tout cas, je vais vous dire une chose. Dans la région de l'Est, vous avez une journée qui est consacrée aux jeunes hommes qui orchestrent totalement la journée. Le lendemain, la journée elle est orchestrée directement par les jeunes femmes. Donc totalement par les jeunes femmes. Et ça permet aux uns aux autres de se rencontrer. Et c'est la femme qui va choisir son mari. Et quand elle a choisi son mari, donc elle va le pointer par l'index et on va lui mettre la bague sur l'index. Tout simplement pour lui rappeler que c'est elle qui a fait ce choix, vous voyez, comparativement. Mais c'est vrai que c'est ça qui est beau dans l'humanité, c'est-à-dire c'est d'avoir des réponses différentes. Mais est-ce que vous reconnaissez le droit, vous, tel que vous êtes là aujourd'hui, avec le niveau actuel de développement, vous êtes ou de non-développement, peu importe le niveau. Est-ce que vous reconnaissez le droit de regarder des pratiques de certains peuples, de certaines personnes, et de dire c'est dommage, c'est pas bon? Est-ce que vous reconnaissez le droit de dire ça et de faire ça? C'est l'objectivité qu'il faut conserver. Il faut garder une certaine objectivité. C'est-à-dire que moi je vois que très souvent on pointe des pratiques négatives alors qu'il y a des pratiques qui sont très positives qui ne font jamais l'objet de discussion. Il faut rester objectif parce que vous savez, dans certaines civilisations il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses très bizarres qui ne peuvent s'expliquer que dans un cadre culturel. C'est vrai qu'on peut avoir envie de porter atteinte à la technostructure d'une civilisation en modifiant un peu son regard et son jugement, mais c'est-à-dire que quelque part on a un but qu'on poursuit. Parce que je ne vois pas pourquoi une femme qui serait voilée en Afghanistan, ça dérangerait quelqu'un qui fait les courses à Londres. Je dirais, où est l'intérêt de quelqu'un qui fait les courses à Londres de s'inquiéter d'une femme voilée en Afghanistan? Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que je me sens responsable de ce qui se passe dans le monde entier. Non. Il y a quand même des choses un petit peu plus sérieuses qui arrivent aux femmes à Londres que par rapport à la femme voilée en Afghanistan. Là, vous prenez cet exemple. Vous avez participé à ce procès contre le colonialisme à l'invitation du mouvement international pour la réparation. Est-ce que vous êtes partisan de cette réparation? Oui, il faut la réparation. Il faut la réparation pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que tout le monde sait que les bourreaux de l'époque ont quand même été dédommagés. Donc ce qui pose un vrai souci, dans la mesure où les victimes n'ont rien eu. Et ça, je dirais, partout où il y a eu la problématique dynamique de l'esclavage, même s'il y a eu des promesses, aucune promesse n'a été tenue. Je pense notamment aux Africains américains. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la loi reconnaît que c'est un crime. C'est-à-dire reconnaît qu'il y a eu préjudice. Bon, il faut quand même réparer le préjudice. On ne peut pas reconnaître qu'il y a eu préjudice, reconnaître qu'il y a eu crime et rester totalement dans l'impunité. Ça veut dire que finalement, il y a un camp qui est jugé parti.
Et là, c'est difficile de pouvoir faire prévaloir le droit lorsque un camp est juge et parti. Très compliqué. Et donc la civilisation, finalement, est obligée de ruser avec ses propres principes. Parce que si ce cas fait jurisprudence, c'est la fin du droit dans le monde. Hein. On reconnaît qu'il y a eu préjudice, mais on ne dédommage pas la victime. Et c'est la fin du droit dans le monde. On reconnaît qu'il y a eu un crime. On reconnaît qu'il y a eu crime, mais on ne dédommage pas. C'est-à-dire crime, tellement le préjudice a été grave, on l'a jugé en tant que crime. Vous voyez, et puis il y a aussi la problématique, tout simplement, de la morale. Je pense qu'il faut réintroduire la morale dans l'histoire de l'humanité. On a passé 5 derniers siècles dans un niveau d'immoralité qui dépasse l'imagination. Je pense qu'il faut revenir un peu un minimum à la raison. Vous voyez, ça c'est important. Je voulais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Robert Schuman? À quel niveau? Au niveau de sa création de la communauté économique de l'acier et du charbon. Vous savez, à partir du moment où les gens se sont lancés dans une dynamique industrielle, en se disant, bon, on va exploiter les matières premières qu'on a. Je dirais, mais exploiter les matières premières qu'on n'a pas, au détriment des peuples qui les ont, là, c'est déjà un problème. Donc, cette communauté, la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, a été créée moins de 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que voici deux peuples, les Allemands, les Français en particulier, qui se sont foutus sur la gueule comme c'est pas possible. 10 ans seulement, 10 ans c'est rien au niveau de l'histoire. 10 ans après la fin de la guerre, ils décident d'oublier. Ils décident de se dire, on va oublier ça, on va se mettre ensemble et on va créer l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? C'est-à-dire que je dirais que cette démarche entre peuples européens qui ont toujours passé leur temps à faire la guerre, on ne peut qu'apprécier, je dirais, l'installation de la paix entre les deux peuples européens. Et pourquoi ne concevez-vous pas qu'entre Guadeloupéens, Martiniquais et Français, il puisse y avoir une paix pour une guerre qui s'est finie en 1848? Non, attendez, je crois qu'on s'est mal compris. On s'est mal compris, il faut repositionner la problématique. Nous partageons la même planète. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité d'adulte par rapport à cet espace que nous partageons. Cet espace et nos rapports ne peuvent pas être basés sur de la prédation. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, vous enlevez la prédation, le vivre ensemble est possible. Mais on ne peut pas, dans le cadre de la prédation, parler du vivre ensemble. C'est même pas la peine de l'imaginer, c'est pas possible. Non, je parle de notre problématique martiniquais, guadeloupéen et français. La problématique guadeloupéen, martiniquais et français ne peut pas s'envisager dans le cadre de la prédation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un stade de prédation. Nous sommes dans la prédation. D'accord. Est-ce que vous avez vu les élections qui viennent de se dérouler, 10 janvier, 24 janvier? Est-ce que vous auriez aimé que les Martiniquais choisissent l'article 74, choisissent plus d'autonomie? Moi, je vous dirais que, honnêtement, j'aurais préféré, et je m'attendais, vu la dynamique intellectuelle qui avait été lancée, à ce que les Martiniquais votent oui. Parce que, vous savez, quand le résultat du vote a été connu à travers le monde, les Martiniquais ont été ridiculisés sur toute la surface de la planète. On l'a vécu, hein. Moi je dirais qu'aller dans un restaurant dans n'importe quelle capitale européenne, c'était entendre les gens se moquer de la Martinique. Parce que la dynamique intellectuelle qui avait été lancée par rapport au résultat du vote, il y avait mais vraiment un résultat, un antagonisme qui dépassait l'imagination. Maintenant, quelle est la problématique de fond? La problématique de fond, c'est qu'en dépit de tout ce qu'on a vécu, en dépit de tout ce qu'on a entendu avant et après, même certaines paroles qui étaient un peu, je dirais, déplorables, il s'avère que la construction du vivre ensemble, dans le cadre du rapport initial de prédation, montre bien qu'il y a eu des dégâts, ce qu'on appelle l'aliénation culturelle, et le pragmatisme même afro-caribéen qui a été affecté par ce rapport de prédation. Pourquoi? Parce que, à travers l'histoire, nous avons eu l'opportunité de gérer nos îles. D'ailleurs, c'est peut-être le seul moment, vous voyez, entre les deux abolitions, par exemple pour la Guadeloupe, on a eu l'opportunité de gérer la Guadeloupe de façon autonome. Mais économiquement, on l'a géré. On a eu des résultats performants. Le problème, c'est que pourquoi ne peut-on pas envisager des rapports autres
que des rapports de gestion dominatrice des choses. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Attendez, juste une seconde. Oui. 2001, Taubira obtient la loi disant que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Les Africains ne sont pas très concernés par ça. Les Africains ne demandent pas réparation. Oui, mais les Africains ne sont pas maîtres de l'Afrique. Il y a des intellectuels africains. C'est que sur le MIR, c'est plutôt un truc martiniquais, guadeloupéen, guyanais. Les Africains n'y participent pas trop, je veux dire. Il y en a quelques-uns qui sont... Quelques-uns, mais c'est nous qui sommes leaders dans ce moment-là. Donc ça nous concerne. Oui, mais c'est la même chose pour le panafricanisme. Hein. Le panafricanisme a commencé dans la Caraïbe et c'est tardivement qu'après que ça a été s'implanter en Afrique. Donc, en tout cas, c'est nous qui sommes leaders dans cette revendication. Tout à fait. Bien. Je pose une question. Est-ce que vous auriez, politique fiction, est-ce que vous auriez préféré que cette loi n'ait jamais été votée, que les Français n'acceptent pas de voter cette loi, mais que nous ayons, nous, pris le parti de l'indépendance de nos différents pays? Si vous aviez à choisir, vous dites, bon, on a voté la loi en 2001, mais en même temps, nous votons pour être complètement français. Est-ce que vous auriez aimé que ce soit le contraire, que nous votions pour être indépendants, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion éventuellement, mais que les Français refusent de voter que l'esclavage était un crime contre l'humanité? Qu'est-ce que vous auriez préféré? Moi, je vous dis franchement, je dirais ce qui est moral. C'est-à-dire que ça soit reconnu comme un crime et que nous puissions être indépendants. C'est-à-dire, moi, je suis pour la défense de la morale. Je suis pour la défense de la morale. Est-ce que si vous aviez à choisir entre les deux? Entre les deux aspects? C'est que nous... Non, naturellement, j'aurais choisi le fait qu'il y ait des difficultés, c'est-à-dire que la loi soit toujours en gestation pour son vote, mais que nous puissions accéder à l'indépendance. Parce que, je vais vous dire une chose. Au-delà du droit qui est reconnu à tout peuple, sur la scène internationale, de pouvoir à ses propres affaires. Je dirais, c'est pas, on est en train d'usurper rien du tout. Hein. C'est-à-dire, c'est le cadre légal du fonctionnement de toutes les nations et de tous les peuples qui ont droit à l'autodétermination. Je dis simplement que la façon dont c'est présenté comme si on va rentrer dans l'antichambre du diable. Et c'est cette façon de faire là que je trouve dommageable, parce qu'il faut rendre les individus responsables. Vous savez, on a eu un discours, l'État-providence, ne vous occupez de rien, l'État va s'occuper de tout, va construire, va faire... Aujourd'hui, le problème dans lequel nous sommes, c'est qu'il faut être un minimum un petit peu sérieux. Les conditions géopolitiques de l'économie mondiale ont beaucoup évolué. L'état de la finance, les états de finance de l'État français ne sont plus ceux qu'elles étaient à l'époque des 30 Glorieuses. Ce qui fait que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a l'obligation de revoir la copie. On le voit avec la Grèce, qui a des problèmes sérieux sur le plan économique, et l'Espagne et le Portugal sont aussi manifestement dans le même type de problème, sans oublier l'Angleterre qui est en train de sauver sa peau. Donc il s'avère que c'est le moment de lancer un mouvement dynamique, un mouvement pragmatique, pour pouvoir corriger les erreurs du passé et créer ce dynamisme-là économique en enlevant le rapport de prédation, y compris la prédation mentale, de manière à se retrouver autour de la table en tant que partenaire, non pas dans l'espèce de truc dans lequel on est. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire jouer un jeu sain de concurrence. Et c'est là où je dirais que c'est quand même assez surprenant qu'en dehors du rapport de prédation, on n'envisage pas d'autres types de rapports. C'est ça qui est quand même surprenant. Et d'une partie comme de l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même accéder à un certain niveau de conscience qui fait que c'est normal que l'éducation de la jeunesse martiniquaise soit conçue par le peuple martiniquais et que les jeunes puissent connaître un certain nombre de choses qui concernent l'histoire déjà du monde noir dans lequel ils font partie. Ensuite, le monde de l'espace caribéen, parce qu'il y a un espace caribéen qui est l'espace dans lequel on est. Quelle est la nature de nos échanges avec cet espace-là? On a un savoir-faire. Est-ce que ce savoir-faire de la Martinique, le génie martiniquais, est-ce qu'il est mis en valeur dans les îles d'à côté? C'est tout ça la problématique. Pourquoi? Non mais c'est quand même important. Non mais pourquoi la Martinique doit-elle envisager son développement avec des entités qui se trouvent à 10 000 km de là où elle est, alors qu'il y en a des entités qui sont à 20 km, à 30, à 100 km? Tout simplement parce que les moyens de communication ont fait que le monde est un village et que c'est vrai qu'il ne suffit pas que vous soyez mon voisin pour que je m'entende mieux avec vous que quelqu'un qui est loin. Ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas totalement un village. Parce que si je prends, par exemple, le nombre d'avions, le nombre de Martiniquais qui atterrissent, je ne sais pas moi, en Jamaïque, par rapport au nombre de Martiniquais qui atterrissent à Paris, on verra que... C'est très difficile d'aller à la Jamaïque en avion. Raison de plus pour pouvoir développer ces relations. Je vais vous poser une question, deux questions. Césaire disait ça de l'Europe, écoutez ce monde blanc... Écoutez ces victoires proditoires, trompeter ces défaites.
Est-ce que ce n'est pas une victoire prodictoire qui trompette une défaite lorsque vous réussissez, vous intellectuels, j'imagine que vous avez été de ce combat-là, à faire voter que l'esclavage est un crime contre l'humanité, grand bien vous en fasse, mais qu'en même temps, en Martinique, on est incapable de sortir de l'article 73. Est-ce que ça ne vous interpelle pas quelque part? Oui. Est-ce que vous avez bien rempli votre mission quand ça arrive? Alors, effectivement, ça nous apporte beaucoup d'éléments en termes de philosophie, en termes de réflexion, en termes de révision, aussi de la qualité et de l'énergie qu'on a mis dans l'explication d'un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a des sources d'information et de formation qui n'ont pas changé de discours d'un hiatus. C'est-à-dire que toute l'histoire, vous voyez quand je parle d'humanité classique africaine, qui permet tout simplement de relativiser l'histoire et de faire rentrer l'objectivité dans l'histoire de l'humanité, eh bien, cette objectivité est absolument inconnue du peuple martiniquais. Qui fait que ce peuple, le peuple forcément va fonctionner avec des œillères qui consistent à voir le génie de l'Europe, mais à ne pas pouvoir entrevoir le génie du monde noir d'une façon générale. Or, pour pouvoir se réaliser, il faut avoir la perception des deux génies, et même au-delà, puisqu'on fait partie du bassin sud-américain. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il faudrait expliquer aux gens qu'un pays se gère comme une entreprise. Il y a les entrées et les sorties. À partir de là, il faut voir quelles sont les forces et les faiblesses dans différents secteurs d'activité de ce pays. Sachant qu'il y a une activité qui va être orientée vers l'extérieur et une activité qui va être orientée vers l'intérieur. À partir du moment où on décide de faire d'un certain nombre de postes, je dirais les éléments forts sur lesquels on va s'appuyer pour développer une économie, on va voir maintenant la réflexion au niveau de la monnaie, pour savoir quelle est la force qu'on va donner à cette monnaie pour tout simplement avoir la représentativité de ce pays sur la scène régionale, locale et la scène internationale. Et à partir de là, on lance un programme de formation dynamique en expliquant clairement aux jeunes générations, voilà les 2 ou 3 secteurs d'activité sur lesquels nous avons posé le développement et l'essor de ce pays, sachant que dans 10 ans, il va falloir muer parce que tel secteur d'activité va arriver avec telle problématique, il faudra pouvoir évoluer là. À partir du moment où les jeunes ont un message clair de l'orientation qu'ils doivent donner à leur formation professionnelle, à leur qualification, les secteurs d'activité économique dans lesquels ils doivent se lancer, pour assurer le développement et l'autonomie commerciale de leur pays, mais les jeunes sont partants. Moi, je vois, vous savez, les peuples sud-américains, ils ne se sont pas lancés dans 36 000 secteurs d'activité. Ils ont pris l'informatique, ils ont dit, voilà, tout ce qui est technologie, on se lance à fond dedans, et tout ce qui concerne la cuisine, qui est leur cuisine. Aujourd'hui, ils peuvent aller dans n'importe quel pays dans le monde, soit ils réparent des ordinateurs, soit ils font la cuisine. Bon, des gens qui sont venus de Turquie, ils font les sandwichs grecs, ils font le sandwich et tout l'appareillage autour des sandwichs. C'est-à-dire toutes les machineries, jusqu'aux tables et aux chaises, sont fabriquées en Turquie. Donc ces gens, autour d'un poste d'activité économique, ils sont devenus des leaders mondiaux du sandwich préparé en 2 minutes. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'il faut dire au peuple, c'est que le problème, c'est la dispersion. C'est-à-dire quand on se disperse, c'est là qu'il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut mener une réflexion en amont, de manière à voir quels sont les potentiels qu'on peut offrir sur des marchés relativement importants dont on voit véritablement sur le moyen long terme que ce sont des marchés en plein développement. Moi, je ne vous cache pas que des fois, quand je discute avec des ambassadeurs sud-américains, c'est eux-mêmes qui me disent, nous, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. On va devoir, on ne peut pas faire l'émission pendant 3 heures, on va devoir arrêter un petit peu. Mais est-ce que vous avez une idée de ces 2 ou 3 secteurs forts sur lesquels pourrait s'asseoir notre développement? Mais rapidement. Hein, voyez, moi, il y a une chose quand même que je trouve vraiment fort dommage, c'est la façon dont le tourisme est organisé chez nous. Je trouve que le tourisme, il est déplorable. Et je vais vous dire vraiment pourquoi. Parce qu'il y a des îles à côté qui ont joué sur un tourisme de haut de gamme. C'est-à-dire que les prestations sont de très haute qualité, et qui fait que les gens qu'ils attirent chez eux et la nature des prestations qu'ils offrent à ces gens font que ces gens reviennent régulièrement. Vous voyez? La problématique dans laquelle nous sommes rentrés, de par un peu le truchement de la politique française, c'est qu'on a développé un tourisme vraiment de tous âges, de masse. Bon. Le problème, c'est que ce tourisme de masse, le client n'a pas toujours les moyens pour payer la prestation, mais il exige d'avoir une prestation de bonne qualité. Ce qui est quand même un peu problématique. Donc vous êtes pour un tourisme haut de gamme, vous, ici? Donc, c'est-à-dire un tourisme de masse et un tourisme, c'est-à-dire ce qui a été fait, tourisme de masse, hein, avec des exigences quand même de la clientèle. Bon, jusque-là, on peut encore tenir.
Mais à partir du moment où la concurrence se fait sentir sur des places qui sont à 20-30 km de chez vous, avec un niveau de monnaie qui est inférieur à votre niveau de monnaie, qui fait que le concurrent peut offrir une prestation alors, quelle est la que solution? vous ne pouvez pas. La solution, c'est que je pense que moi, je verrais des prestations touristiques basées autour de la santé. Parce que je me rappelle de nos grands-mères qui avaient dans le patrimoine la possibilité, par la terre, par des plantes, par des thés, de soulager certains maux. Et voilà que tout ce patrimoine qui fait partie du génie martiniquais n'est absolument pas exploité dans le cadre du tourisme. Et qui fait que ça justifierait. Moi, je vous dis une chose. J'imagine une touriste américaine qui viendrait en Martinique parce qu'elle a un problème avec son foie. Elle passe 15 jours en Martinique et en même temps, elle se fait traiter avec, donc, tout simplement, les herbes naturelles de la Martinique. Quand elle repart, elle reprend l'avion et qu'elle se sent beaucoup mieux, je vous garantis que cette femme parlerait à toute sa famille de son séjour en Martinique parce qu'elle est venue, elle avait mal au foie, elle est repartie, elle allait mieux. Et ça fait honneur au génie martiniquais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça justifie une qualité de prestation puisqu'on a fait une promesse. Vous avez mal au foie, vous passez 15 jours en Martinique, vous repartez, vous sentez, vous êtes totalement guéri, vous vous sentez mieux. Et vous voyez ce que je veux dire par là? Là, ça devient un concept. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu l'orientation que je regarde. Deuxième question, c'est parce qu'il faut aller un peu plus vite, parce que le temps est passé. Il y a donc dans les écoles françaises aujourd'hui beaucoup de jeunes Martiniquais, de jeunes Guadeloupéens, d'Africains, enfin de gens qui sont d'originaires, qui sont issus de parents martiniquais, de parents guadeloupéens, de parents africains. Bien. Est-ce que vous les aiderez? Ils ont des problèmes. Ils vont avoir davantage de problèmes encore dans les années qui viennent du seul fait de leur couleur. Est-ce que vous leur rendez service lorsque vous leur apprenez ce qu'ils ne savent pas trop? Que les parents du petit garçon qui est avec eux sur la même table à l'école, dans la salle de classe, que les parents de cet enfant-là, de son copain, a réduit en esclavage ses grands-parents, ses ancêtres à lui. Est-ce que vous l'aidez en lui apprenant ça à s'en sortir mieux dans la vie, en France ou ailleurs? Mais vous savez que le jeune qui a ses parents, qui a réduit en esclavage, c'est lui le premier qui vient vous le dire. Moi, j'ai fait mes écoles, j'ai été étudiant. Il y a des jeunes qui sont venus me dire que jusqu'à présent, chez nous, on a les maquettes des bâtonnets grillés. C'est-à-dire que le jeune, il vous amène une vraie chaîne, il vous amène des trucs. C'est-à-dire que c'est pas le... C'est assez rare quand même. Ah, moi, je peux vous dire que je peux vous donner un certain nombre de personnes qui m'ont clairement dit les choses. C'est-à-dire que il faut savoir que le jeune qui vit cette réalité aujourd'hui, bien qu'il soit blanc, il n'est pas là en train de se dire c'est moi qui... Non, au contraire, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de parler justement des réparations et de voir, parce que c'est des choses qui sont chez eux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire, au contraire, ils savent très bien cette chose. Et ils disent, mais comment je peux faire pour pouvoir réparer quelque part les choses qui ont été faites? Parce que tout l'héritage familial, les maisons, tout ce qu'ils ont hérité viennent de cette période-là. Donc les Blancs, il y a beaucoup de Blancs qui se demandent comment ils font faire pour réparer. En tout cas, je vous dis que les jeunes générations sont des générations qui ne sont pas du tout fermées sur ces questions-là. Parce qu'ils savent très bien que l'héritage familial qu'ils ont, certains... Vous savez, moi je vais vous dire une chose, il y a même des jeunes slaves qui viennent me voir et qui me disent, mais ces gens qu'on rasillait à l'intérieur de l'Europe, c'est nous. Il s'appelle Chavoni. Moi, il y a un monsieur qui m'a montré sa carte d'identité. Et effectivement, le quai des esclaves à Venise s'appelle la Riva des Chavoni. Et c'est son nom. Et pourtant, ça veut dire le quai des esclaves. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, vous savez, moi, j'ai été invité par les Occitans. Les Occitans, ce sont des Français qui vivent dans le sud de la France. Quand vous allez chez eux, il n'y a rien écrit en français. C'est-à-dire que je suis allé dans des villes, il n'y avait rien écrit en français. Ces gens ont leur langue, leur patrimoine, leur culture. Et ils disent, mais au contraire, il faut pouvoir faire exister ces cultures et ces langues-là. C'est-à-dire que la démarche, elle n'est pas uniforme. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un monde qui cherche à exister. C'est le monde qui a été écrasé par les siècles d'impérialisme. Et ce monde-là dit, mais nous avons nos originalités culturelles, nous avons nos potentialités. Tout le monde sait très bien que l'économie d'un peuple est basée sur sa culture et son patrimoine. Est-ce que nous pouvons nous en sortir sans cette réparation? Non, je pense que, je vais vous dire une chose. La réparation, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Europe même. Parce que l'Europe déclare le pays des droits de l'homme, ils sont Batman et Superman. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur permettre à un moment de redevenir humains. Tout autant qu'il n'y aura pas eu de réparation, ces gens ne sont pas redevenus dans le cadre des humains. C'est-à-dire qu'ils s'invitent sans avoir de carton d'invitation, mais il faut savoir une chose, pour redevenir, je dirais, pouvoir s'asseoir sur la table des humains, ils doivent réparer. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. C'est une question de principe, alors. C'est une pétition de principe pour la moralité et le bien-être de l'humanité à l'avenir.
Voyez. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que le petit jeune qui découvre, voilà un autre petit jeune dont les parents ont participé à l'esclavage et compagnie. Ça montre bien que cette histoire n'est pas une invention. Parce que moi, je vais vous dire une chose. On demande à des gamins, ta mère, et ça, ce sont des devoirs qu'on donne aux jeunes à faire quand ils viennent faire des études dans l'Hexagone et ailleurs. Ta mère avait quoi comme métier? Ta grand-mère avait quoi comme métier? La mère de ta grand-mère avait quoi comme métier? Et la grand-mère de ta grand-mère avait quoi comme métier? Il y a un moment où l'enfant prend conscience que dans sa généalogie proche, il a des parents qui étaient esclaves. Est-ce que vous voyez? Oui. Et là, vaut mieux que l'enfant le sache avant, qu'il le découvre dans un cadre d'un devoir de classe qu'on lui a demandé, quand il commence à appeler ses parents en Martinique pour lui dire, mais maman, la grand-mère de grand-mère, elle était quoi? Mais la grand-mère de grand-mère, elle était esclave. Ah bon? Et la mère de grand-mère? Mais la grand-mère de grand-mère est née en pleine période d'esclavage. Ah bon? Mais moi, je ne savais pas tout ça. Mais comment je vais faire le devoir? Et c'est la panique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous qui avons écrit aux Européens en leur disant venez nous chercher pour nous faire couper de la canne. C'est de leur responsabilité devant l'histoire de l'humanité, ils doivent assumer. Moi, je n'ai pas d'état d'âme pour dire oui, ça me fait de la peine, machin. C'est de leur responsabilité, c'est de leur fait. C'est-à-dire que... arrêter vraiment. Oui, tout à fait. Non, c'est-à-dire c'est de leur responsabilité. Maintenant, je dis qu'en tant qu'individu, garant d'une certaine moralité dans l'histoire de l'humanité, ils doivent réparer, ils doivent assumer aussi leurs actes. Voilà, moi je dis simplement, ils doivent assumer leurs actes. Autrement, de mon côté, je continue mon parcours historique. L'histoire du peuple africain ne se réduit pas à l'esclavage et à la colonisation. Ça fait 200 000 ans que l'homme noir existe. La colonisation et l'esclavage représentent 0,01% de notre parcours. Vous n'êtes pas du tout métis, vous? Moi, je me considère comme africain. D'accord, mais vous êtes métis ou pas? On est tous métis, mais vous savez, tous les humains viennent d'une seule couche. Vous privilégiez votre partie africaine, quoi. Totalement. Vous avez une raison pour ça? Parce que tout simplement, je pense que quand on regarde nos arts et nos traditions, notre fonctionnement, on voit bien que ça vient d'une région qui est l'Afrique. Excusez-moi, mais j'ai pas senti ça pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble. En tout cas, je me définis comme africain caribéen. Oui, j'ai vu que vous êtes un afro-caribéen. Vous n'êtes pas, vous êtes martiniquais ou guadeloupéen. Vous vous définissez plus comme un afro-caribéen que comme un martiniquais ou un guadeloupéen. Voilà, comme un africain caribéen, effectivement. C'est embêtant comme ça. Il n'y aura jamais de martiniquais, quoi. Ce sera toujours afro-caribéen. Non, pas du jamais tout. de martiniquais. C'est-à-dire, non, pas du tout. Au contraire. Ça fait de la peine. Mais au contraire, mais pas du tout. Mais attendez. Mais pas du tout. Vous savez, l'Australien, hein, Oui. quand il dit qu'il est australien, mais il fait toujours les mêmes fêtes qu'il avait en Angleterre. Oui, Il a toujours les mêmes rites, il a toujours les mêmes noms, les mêmes traditions. Moi, je ne fais pas les mêmes fêtes qu'en Europe. Je suis martiniquais. Voilà. Je suis martiniquais. Je ne suis pas afro-caribéen, moi. Non, mais beaucoup d'arts et de traditions de la Martinique viennent de l'Afrique. Je l'ai démontré hier. Oui, mais je suis martiniquais. Je ne suis pas afro-caribéen. Je suis être martiniquais. le Martiniquais n'est pas sorti du jour au lendemain de la terre de la Martinique. Il vient de quelque part. Oui, je suis Il martiniquais. faut assumer. Non, il faut assumer. Mais je suis martiniquais. Non, mais il faut assumer le quelque part d'où on vient, parce qu'il y a. Attendez, les Français, ils vont pas dire je suis franc ou wisigoth. Ils sont français. Mais non, justement, le Français le dit, parce qu'il sait qu'il vient d'une culture, il est porteur, moi ambassadeur aussi, d'une région. Je suis d'une culture, mais je suis martiniquais. Mais vous n'êtes pas martiniquais. Martiniquais, ça veut dire quoi? Voilà, très bien. Mais être martiniquais, non, c'est-à-dire que, regardez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous êtes un Africain caribéen de la Martinique. Non, je Parce que suis la culture, martiniquais, excusez-moi. Mais non, parce que la culture du Martiniquais n'a pas été inventée en Martinique. Ah bon, et pourquoi vous dites ça? Parce que la culture de la Martinique... Il n'y a pas de culture pure, comme il n'y a pas de race pure, je veux dire. Donc, je suis martiniquais parce que je suis d'un peuple qui est géographiquement déterminé, qui est culturellement déterminé, oui, mais c'est vous qui parlez de physiquement culture pure. déterminé. Mais c'est vous qui parlez de culture. Moi, je ne parle pas de culture pure. Je dis que notre culture a des racines au niveau de l'Afrique. Forcément, ça ne m'empêche pas d'être martiniquais. Oui, donc il n'y a pas de culture pure. Je suis d'accord avec vous. Non, donc je peux être martiniquais, même si ma culture vient de partout. Je vous dis une chose. Je suis pour eux à tous les souffles du monde. Je vous dis une chose. chose. Vous n'avez pas le droit de me dire que je suis pas martiniquais. Dites ce que vous êtes, c'est le problème. C'est-à-dire que le projet politique, oui. C'est-à-dire le projet politique, oui. Mais sur le plan du patrimoine, non. Le patrimoine a des racines. Oui. Et quand on veut connaître l'originalité de la culture de la Martinique, on est obligé de voir les racines. Certainement, mais de tous les peuples, de toutes les civilisations, pas seulement martiniquais. Ça n'empêche pas aux gens de dire je suis anglais, je suis écossais, je suis français. Nous sommes martiniquais, nous sommes les seuls à être incapables de dire qu'on est martiniquais. Non, mais l'américain, non, mais c'est pas ça, l'américain qui est blanc. Oui. Il se définit comment? Il dit il est WAPS. Il dit américain.
Non, il dit les WAPS. Non, bah ça c'est non dans un Mais autre rapport. mais Mais si vous lui demandez, je suis américain, comme le noir américain, Non, mais je suis américain. l'Américain, quand il a construit Oui. la Maison Blanche et compagnie, il Oui. a utilisé le patrimoine culturel de quoi? De l'Europe. Oui. C'est le patrimoine culturel de l'Europe qu'il a reconstruit chez lui. Non, on est d'accord. Bon, Ça ne l'empêche pas non, d'être oui, américain. Mais le patrimoine culturel du Martiniquais, vous allez le prendre Ça en Europe? n'empêche pas d'être américain. Non, mais le patrimoine culturel des Martiniquais, vous allez le prendre où? Je suis pour eux à tous les souffles du monde. Donc je le prends partout. C'est pas un Non, problème. On peut pas bâtir Bien sûr que c'est comme ça que se bâtissent toutes les cultures. Mais non, parce que les attendez, cultures c'est ont des évident. antécédents historiques. Il y a Oui. une signification. Quand on fait un mur comme ça, ce mur a une signification culturelle. Un mur chinois ne Oui, peut non. pas être comparé à un mur indien, qui ne peut pas être comparé à un mur asiatique. Si nous, La on culture vient d'un endroit- martiniquaise Oui. existe, c'est évident. Quoi. Elle est composée par un apport indien, par un apport africain, par un apport européen, et je suis martiniquais. Oui, mais Je suis dans la quel cadre composante de cet tout ça. apport c'est géré? Peu importe le cadre. Je suis Mais non, mais le martiniquais, cadre est mais pour peu beaucoup. importe le cadre. Certains étaient dans une maison Je sais où on pas. était en train de couper de la canne. Je ne suis pas maître du cadre. Je suis martiniquais et moi je pense que je peux m'en sortir dans ce Au monde. contraire, je dis mais m'entends effectivement. en étant martiniquais. Mais je vous dirais, vous irez plus vite en reconnaissant que vous êtes afro-caribéen, D'accord. martiniquais. Excusez-moi, je suis martiniquais. Bon, Mais c'est sur ce africain désaccord fondamental. D'accord. Mais, je dirais, c'est un accord de façade, parce que moi, quand je vais vous démontrer par A plus B, justement, l'origine de la tradition de la Martinique, avec l'Afrique, les mêmes rites, les mêmes musiques, les mêmes airs, vous comprendrez pourquoi on ne peut pas dire que la Vous Martinique savez que, est née vous, savez que comme vous, ça, êtes c'est pas possible. vous êtes dangereux, quoi. Mais Je veux pas dire, du tout. c'est parce que vous créez chez nous une véritable schizophrénie. Mais non, c'est parce que Mais non, vous refusez je de suis voir mar- l'évidence. Mais je suis martiniquais, Donc, point. mais- non, Je veux mais dire, c'est pas une ça. évidence, ça. Mais c'est évident. Quand le Martiniquais il sort son cas, le cas n'a pas été inventé par le Martiniquais. Mais Le c'est- cas, il a bien une tradition, il vient bien de quelque part. Bien sûr. Donc étudier l'histoire du cas nous emmène à étudier les origines du cas. Maintenant, quelle est la signification que nos ancêtres donnaient au cas? Quelle est la signification qu'on donne aujourd'hui? C'est ça qui grandit le ce Martiniquais. qui- ce C'est de qui connaître, m'int- c'est ce d'avoir qui sa m'int- culture générale sur Ce sa qui culture. m'intéresse aujourd'hui, moi personnellement, c'est de regarder devant. Mais le De fait dire d'être qu'il faut que africain n'empêche pas de regarder devant. que je domine le monde d'aujourd'hui. Et moi, Mais je comment crois vous que voulez dominer le monde d'aujourd'hui sans racines? On n'a jamais vu ça. si j'ai mes racines, je suis martiniquais. Ce que je veux vous dire, ce je que vais vous veux poser une dire, question. ce que Je vais vous poser une veux dire, question. c'est que pendant que vous vous battez Oui. pour qu'on reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité, pendant ce temps-là, on vous prend votre pays et le peuple de votre pays dit je veux être français. Mais- C'est ça la réalité d'aujourd'hui, La avec réalité- les combats tels que vous les menez. Oui, non, je vais Mais vous dire, on non, oblige- c'est important ce que vous dites. Non, c'est important ce que vous dites. Oui. Vous savez, nous, on ne se bat pas pour dire que l'esclavage est crime. Nous nous battons. Ah, ça a été un grand Nous nous combat, battons hein. contre l'aliénation Ça a été culturelle. Voilà le fond du problème. Parce que nous pensons que de cette page d'histoire, il aurait résulté une altération de la pensée, du fonctionnement psychologique. Donc, c'est important de redonner aux gens leurs racines. Ce qui a de très important aujourd'hui, justement quand on veut se lancer, on a besoin de prendre appui et de compter sur des racines. Parce que ce sont les racines qui donnent la texture et la culture, c'est-à-dire l'enrobage mental, psychologique, à la puissance de ce que vous allez faire. Pas besoin d'aller en Afrique Maintenant, chercher ça. maintenant, la Martinique On va en Afrique. la Martinique a été fondée sur quelles valeurs? Ce ne sont pas des valeurs de Martiniquais. La Martinique a été fondée sur des valeurs françaises pour une exploitation de l'homme par l'homme. C'est ça le projet de la Sans Martinique. rien de français, ça. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est pas une caractéristique française, je veux dire. Ça a toujours existé dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations. A été fondée dans le cadre d'un projet d'exploitation de l'homme par l'homme. D'accord? Donc, si vous êtes martiniquais, commencez par changer le nom de la Martinique. Ah bon? Trouvez un autre nom. Mais la Martinique a été fondée, le mot Martinique a été trouvé par des gens qui avaient un projet civilisationnel de l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui. Vous voulez récupérer la paternité du territoire? Trouvez un autre nom. Pourquoi? Donnez d'autres valeurs à ce pays. Pourquoi Parce vous voulez que je c'est des change valeurs de nom? l'autre. La Martinique, je l'ai créée autant que les autres, je veux dire. Je Vous l'ai l'avez créé créée. comment? En la subissant. Oui, en la subissant. Mais Vous l'avez créé. Mais on ne peut pas subir et créer. Si. Parce que ce que vous êtes en train de dire là est encore plus dangereux. Ça veut dire que les maîtres de la Martinique, ce sont les béquets. Parce que selon vous, c'est eux qui décidaient, Alors, c'est eux qui moi, je vais manaient, vous raconter donc ils une s'en histoire. mêlent. Et ça, c'est Je dramatique. vais vous dire une ce chose. discours-là. Mais enfin, Il y avait un pays qui s'appelait la Haute-Volta, oui, qui avait un niveau de corruption très élevé. Oui. Arrive Thomas Sankara qui dit, ce pays, il faut que nous puissions le fonder nous-mêmes avec des valeurs différentes. Oui.
il crée le Burkina Faso. Oui. Vous prenez n'importe quel rapport de n'importe quelle organisation internationale, vous verrez que le niveau de corruption a chuté. Oui. Parce qu'il a donné à son peuple J'en un sais idéal rien de si valeur. ça a chuté, Mais moi, parce en tout que cas, moi, j'ai vu Compaoré les n'est pas documents. mieux que les autres. Non, en tout cas, moi, j'ai vu les documents Je sais pas si ça a et j'ai chuté. vu l'article qui a été fait dans le Times à ce sujet-là. Parce qu'il a donné des valeurs civilisationnelles propres à son peuple, le résultat a été différent. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que la Martinique a été créée sur un projet civilisationnel très précis. Oui. Si vous voulez donner une autre orientation, vous êtes obligé de vous asseoir pour définir un projet civilisationnel différent, bien dans sûr. lequel le nom de l'île ne serait pas la Martinique. Mais ça, c'est votre problème. Je veux dire que Césaire a dit, attendez, les nègres, c'était les nègres. Césaire a pris ce nom, il l'a gardé, et puis il l'a magnifié. Non, mais c'est-à-dire que il n'a pas dit les nègres ne s'appelleront plus nègres. Non, dit, bon, c'est-à-dire voilà. que, vous savez, quand on fait une équation mathématique, quand on dit 2 et 2 font 4, si on veut obtenir 4, il faut mettre 2 et 2. Oui. Vous voyez, si on met 2 et 1 et on veut obtenir 4, moi je dis faites ce que vous voulez faire, moi je suis plus dedans. Moi je sais que c'est 2 et 2 qui donnent 4. C'est-à-dire c'est un raisonnement logique qui aboutit à un résultat logique. Maintenant si on veut faire un raisonnement qui n'est pas logique, qui aboutit au résultat... L'histoire là, et les civilisations, En tout vous cas, moi je vous savez dis bien, une ne sont chose, pas des je vous équations rassure, mathématiques. je vous rassure, je Oui. vous dis que vous avez très peu de chances d'arriver à bon port. Parce qu'il faut connaître le fonctionnement de l'humain, D'accord. il faut connaître ce qu'on appelle la tradition, la valeur de la culture. Vous savez, la culture d'un homme, c'est l'essence même de cet homme. Non, moi, j'ai vécu en Afrique. Je connais tout ce que vous me dites là. Je dis que je suis martiniquais. Point. Je n'ai pas besoin d'avoir des références à toutes les... D'abord, j'aime pas, je vous le répète, quand vous dites l'Afrique. Je veux dire, ça veut rien dire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Et le Burkina Faso, Faso, qui c'est sont pas la même d'ailleurs culture. qui sont d'ailleurs des créations complètement folles. Tout à fait. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Il y a, vous savez que le Burkina Faso est au nord de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. Il y a une réserve là, dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Wango Fétini. C'est une réserve naturelle. Et il y a une tribu qui s'appelle les Lobis, qui sont une tribu de chasseurs et qui chassent. Donc quand ils ont un troupeau, eh bien ils chassent, ils peuvent le chasser pendant des semaines, quoi. Eh bien nous, on était justement en Afrique à ce moment, on était à la Wango Fétini, quelques semaines après seulement que les Lobis aient tué le gardien de cette réserve. Pourquoi? Parce qu'ils poursuivaient un troupeau. Le troupeau est rentré sur cette réserve naturelle et le gardien leur a dit « Ah, c'est une réserve naturelle ». Les mecs, ils l'ont tué parce qu'ils ne comprennent pas ce truc de réserve naturelle. Quand on va au Burkina Faso, ce sont des frontières complètement artificielles créées par le colonisateur. Et les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est justement ça, tous ces voltaïques qui sont de la même tribu, quoi. Donc tout ça est complètement... l'Afrique, quoi. Non. Mais c'est tous les pays sont le différents. même colonisateur qui a fondé Non, ça, qui a fondé la pas que loi du dédommagement des colons. Je suis devenu quelque chose. Je suis moi. Oui, mais je pas dans suis l'espace issu. créé par le colonisateur. C'est pas possible. D'accord. Donc vous voyez, Créez vous votre êtes espace. technicien de l'échec. Non, c'est pas vous ça. nous prédisez Mais non, l'échec. non, Vous je nous prédis pas prédisez l'échec. Je prédis pas l'échec. Moi, je vous dis que je suis- vais gagner dans Non, ce cadre-là. non, mais on peut pas parce gagner. que c'est mon on pays. peut pas gagner Ouais. sur un terrain de jeu dont les fondements ont été définis par l'autre. C'est pas possible. Vous devez avoir votre je, propre terrain de mais jeu. je redéfinis. Alors, autrement dit, il n'y a pas de problème. On va faire comme les Américains. On va retourner en Afrique, on va créer un pays pour nous. Non, j'ai pas dit Mais c'est ça. ce que vous j'ai êtes en pas train de dit ça. dire. Je dis simplement. Il faut qu'on- Non, je dis simplement qu'au contraire, c'est très beau. Vous savez, il n'y a pas que le Burkina. Le Zimbabwe a fait la même chose. C'est la Rhodésie. C'est de revenir au Zimbabwe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Attendez, vous croyez que c'est toujours positif, ça? Ce qui se passe au Zimbabwe? Mais c'est positif? toujours le même prédateur. Non, Si- c'est pas le même prédateur. Là, Là, c'est il y a un les gars qui Anglais. s'appelle Mugabe, c'est pas un blanc. Non, hein. mais attendez. Non, c'est Est-ce pas que un vous blanc. connaissez le Et problème le du noir, Zimbabwe? mais oui, je vais Moi, en tout étudier. cas, je C'est vous dis pas, une c'est chose. pas, c'est pas Nous un avons blanc. été sur Africa 24 affronter Oui. deux experts américains sur la question. Vous voyez? Et on a posé une question très simple. Est-ce que Mugabe a voulu acheter des terrains en Angleterre? Est-ce que l'Angleterre a voulu acheter des terrains au Zimbabwe? Parce qu'il faut déjà répondre aux questions fondamentales pour déjà dégager la nature du problème. Il faut arrêter. Non, mais non, attendez. il faut arrêter l'émission. Oui, d'accord. Bon, Merci ceci beaucoup. dit, je dirais c'est votre point de vue. Au contraire, on est là pour discuter, pour trouver, je dirais, la terre d'entente. Mais je serais ravi vraiment de vous présenter les fondements véritablement techniques précis qui font que tout projet de construction de nation s'appuie sur un idéal civilisationnel propre. D'accord. Et ça, on peut pas y déroger. Malheureusement, on peut pas y déroger. D'accord. D'accord. Moi, ce projet civilisationnel propre, je vais le créer, moi, ici. Donc, vous êtes M. Jean-Philippe Omotunde.
Monsieur Jean-Philippe Omotunde, je vous ai dit que j'allais vous prouver que vous n'êtes pas heureux d'être en Martinique. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi. C'est parce qu'à l'Atrium, vous avez eu l'air très ennuyé d'observer qu'en Martinique, on va beaucoup au casino, qu'on roule beaucoup en 4x4. Et vous avez dit, mais au lieu de régler vos problèmes, vous allez au casino et vous roulez en 4x4. Vous ne pouvez pas être heureux tel que je vous ai vu là, dans ce pays-là. Effectivement, c'est le côté qui m'a énormément déçu. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque de nos grands-mères, de nos grands-pères, on voyait le savoir-faire manuel, on voyait le savoir-faire même du peuple. Aujourd'hui, je dirais qu'on développe la Martinique à partir de franchises, de savoir-faire qui viennent de l'extérieur, qu'on applique tout faire en Martinique, et on penserait que quand on a un peu de temps, les gens vont dans la montagne pour essayer de voir ce qu'il y a, voir ce qu'on peut transformer, essayer de voir ce qu'on peut... Non, le week-end, les gens sont dans leur bateau, d'autres jouent au PMU, les autres sont au casino. Moi, j'étais impressionné de voir comment le parking d'un casino à Fort-de-France était rempli de voitures, et pas des petites voitures. Je me dis, mais on a l'impression d'être à Las Vegas ici. Vous voyez, ce qu'il y a de relativement surprenant, c'est que c'est une terre où nous avons été esclaves d'un système, vous voyez. Et aujourd'hui, on a des diplômes, on a des moyens, et on est toujours esclave du même système. On est devenu esclave de la société de consommation, c'est-à-dire qu'on n'a pas, je dirais, cette perception au niveau des adultes de la nécessité de faire émerger le génie martiniquais dans différents domaines, de manière à avoir des centres de formation pour former les jeunes. Vous savez, on dit qu'au départ, on court après un lionceau, mais après... on peut se retrouver dans la situation où on se met à courir parce que le lionceau qui est devenu un lion, il a envie de vous dévorer. Je pense que la Martinique est en train d'allumer la bougie par les deux bouts. Parce que les gens qui se comportent comme ça, au-delà du fait de se comporter en irresponsable, ils oublient qu'il y a une jeunesse qui attend d'eux des responsabilités d'adultes. Et on voit énormément des arlequins, c'est-à-dire des gens qui pensent à s'amuser, alors qu'il y a quand même de vrais projets à bâtir parce qu'il y a des problèmes sérieux qui touche vraiment à la jeunesse et que je pense que les temps que nous avons au niveau du week-end, nous devons les utiliser pour nous retrouver par corporation de métiers, pour élaborer de vrais projets martiniquais. La Martinique doit pouvoir se développer sur la base d'un génie martiniquais, c'est-à-dire une production martiniquaise qui doit après rayonner à travers le monde. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Philippe Omotunde. Chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis du canal local, vous qui nous regardez sur FM+, 88.9 ou bien sur le net, kmttélévision.com, vous avez assisté à cette conversation pendant près de 2 heures avec Jean-Philippe Omotunde. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité et à très bientôt.